Je pense qu'on va commencer. Je pense que tout le monde est là. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat que nous avons le plaisir de co-organiser avec la Solvay Debate Society. Ce soir, nous allons parler des égalités et des inégalités des sexes au sein de l'Union européenne. Le 8 mars dernier, nous avons fêté la Journée internationale des femmes et c'est toujours une occasion pour des associations et des syndicats de faire entendre leur voix. Nous allons vous mettre notamment un petit lien dans les commentaires vers un petit reportage qu'une de nos membres a eu l'occasion de faire lors de la célébration du 8 mars à Paris. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu qui était présent et quelles étaient les revendications des organisations sur place. Alors, la situation de la pandémie actuelle a mis en lumière des inégalités au sein des sociétés que l'on a cru être pourtant très égalitaires. La question n'est pas récente pourtant. Donc, différents mouvements de lutte féministe ont secoué nos sociétés ces dernières décennies et ont fait considérablement avancer la situation en matière d'inégalité des sexes. Néanmoins, l'ouverture de la parole des femmes sur les dérives de notre société patriarcale a commencé à n'être entendue que très récemment. Aujourd'hui, il importe de discuter les inégalités auxquelles tant les femmes que les hommes font face en Europe, car au-delà des inégalités vécues par les femmes, cette question impacte tout le monde. Ce débat a donc pour objectif de donner la parole aux femmes et aux hommes qui souhaitent partager, écouter, discuter des inégalités que le patriarcat fait vivre à toutes et à tous. Nous aborderons donc ce soir des problèmes d'accès au travail, de prostitution, de la toxicité de la masculinité, de congés de paternité, de contraception féminine et masculine et d'harcèlement. Nous allons également présenter, avant chaque question, une petite introduction théorique afin que chacun puisse prendre la parole, même si la question vous parle moins ou que vous y connaissez un petit peu moins en la matière. Alors, chaque sous-question va être discutée pendant 10 minutes. Elles vont être à chaque fois envoyées dans le chat pour que vous puissiez les relire si vous n'avez pas très bien suivi. On va vous demander de bien éteindre vos micros lorsque vous n'intervenez pas pour qu'on n'ait pas de petits problèmes d'écoute et de bien lever vos mains lorsque vous souhaitez intervenir. Nos modérateurs vont vous donner la parole. Donc, Alexian s'occupera de vous donner la parole à chaque fois que vous levez vos mains. Et si vous souhaitez allumer vos webcams, n'hésitez pas, c'est l'occasion de se voir et de ne pas avoir l'impression de parler à un mur noir constamment, même si on intervient. Si vous n'avez pas trop envie, il n'y a pas de souci, on ne vous en voudra pas pour ça non plus. Donc voilà, je vais laisser la parole à Estelle qui va vous présenter la première partie. Et je vous envoie directement la première question qu'on va donc discuter pendant une dizaine de minutes. Bonjour à tous. On va commencer avec la première partie qui concerne plutôt les inégalités envers les femmes. Donc, l'égalité entre les hommes et les femmes est ancrée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, celle-ci dispose que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, donc y compris en matière d'emploi, de travail, de rémunération, mais aussi que toute discrimination basée sur le sexe est illégale dans l'Union. Donc, bien que ce soit inscrit dans les textes européens, des inégalités persistent. Donc, en effet, selon les dernières données récoltées en 2019, le taux d'emploi des femmes a atteint un taux de 65,8%. Donc, c'est un taux qui a augmenté depuis très longtemps, mais c'est un taux qui reste cependant inférieur à celui des hommes, qui est de 79,6%. Et les femmes restent plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel ou d'être inactives. Donc, de plus, les femmes sont souvent cantonnées dans des secteurs et des emplois à faible productivité, peu qualifiés, peu rémunérés, et sont surreprésentées dans la catégorie des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée. Donc, beaucoup de femmes occupent également des postes en deçà de leur niveau de qualification. Elles constituent également la plus grande source inexploitée de potentiel entrepreneurial et ne représentent que 29% des entrepreneurs. Donc, l'inégalité, elle est assez variable d'un pays européen à un autre. C'est à Malte qu'elle est la plus prononcée, donc avec une différence de 20 points de pourcentage entre les hommes et les femmes. Et c'est en Lituanie où l'écart est le plus réduit, avec 77,4% des femmes contre 79% pour les hommes. Donc, je laisse Alexian vous poser la question. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir plutôt. Donc la première question, c'est comment peut-on expliquer aujourd'hui que dans une même Union européenne, les femmes ne bénéficient pas du même accès au marché du travail? Quels sont, d'après vous, les freins auxquels elles font face et pensez-vous que cela relève d'une volonté individuelle, un retrait personnel?
Donc voilà, ce sera 10 minutes pour discuter à propos de ceci. Donc on commence maintenant. Si vous voulez aussi du coup vous exprimer, n'hésitez pas surtout à lever la main. Comme ça, on ne se marche pas dessus. N'hésitez pas également à intervenir sur des expériences professionnelles, partager des expériences que vous avez vécues personnellement en tant que femme, en tant qu'homme, euh, même si peut-être vous n'avez pas trop d'idées sur d'autres alternatives qui peuvent être mises en place. Donc vraiment, vous avez la libre parole. Je vois Kelly, lève la main. Ah oui, je peux activer mon micro ou Ah ok, yes. On m'entend? Ok. Moi, j'avais une petite question. Quand vous dites qu'elle elle ne bénéficie pas d'accès au marché, enfin, on entend quoi en disant ça? Enfin, vous avez dit des statistiques du style que les femmes sont moins représentées dans certains types de secteurs. Euh, mais du coup, voilà, c'était pour un peu définir en fait ce que vous entendez par inégalité par rapport au marché, en fait, à l'accès au marché. En fait, quand on parle de ça, c'est plutôt pour parler des freins qui sont peut-être inconscients. Donc, on se rend compte que dans de nombreux cas, les femmes vont être déjà discriminées sur le marché du travail parce qu'elles sont déjà, du point de vue de leur sexe, des femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont penser au fait qu'elles risquent de tomber enceintes, que des grossesses, ça fait beaucoup de congés payés à offrir. Et du coup, ça, c'est peut-être déjà une des parties. Et puis, il y a dans beaucoup de milieux aussi l'idée que les femmes ne sont peut-être pas compétentes pour faire ce travail. Je parle par exemple de milieux où on travaille plus physiquement, que ce soit des jobs d'ouvriers ou des boueurs, ou par exemple, même si les femmes aimeraient peut-être faire ce travail, sont directement discriminées euh, à l'entrée dans ce milieu-là. Et inversement, je pense quand on parle d'hommes qui aimeraient peut-être être puériculteurs, eh ben, ils ont peut-être cette idée que les hommes ne savent pas s'occuper d'enfants, donc ça pose problème. Donc c'est plutôt les problèmes auxquels font face les personnes dans l'accès au travail, mais qui est surtout lié au, à la construction sociale qu'on a des genres et de leur capacité à faire un job ou un autre. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là qu'on aimerait en discuter. J'espère que c'est clair. Ouais, c'était très clair. Ok. Mais ok. Mais du coup, bah moi, je sais pas si. Du coup, je connais pas vos opinions parce que là, vous avez dit les questions sans émettre d'opinion. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, en tout cas dans la grande partie en Europe, en tout cas plus de l'Ouest, peut-être occidentale et aux États-Unis, parce que aujourd'hui, je pense, notre culture européenne est très marquée sur enfin, très parallèle par rapport à la culture américaine, mais je pense pas, ou alors peut-être pas aussi fort, peut-être un peu plus nuancé, mais pas aussi en tout cas qu'il n'y a pas cette restriction pour les femmes par rapport au marché, en tout cas pas une vision aussi manichéenne. Je pense au contraire qu'aujourd'hui on a atteint un niveau de liberté individuelle qui permet enfin, aux femmes d'avoir assez accès à tous les secteurs qu'elles veulent. Et enfin, tu as parlé des éboueurs, par exemple, ou bien de certains métiers qui sont surreprésentés par les hommes. Mais juste pour appuyer mon argument, en fait, qui dit qu'on a atteint une liberté et que malgré tout, bah, on remarque des disparités dans les secteurs, dans les pays scandinaves, genre dans les pays en Norvège ou en Finlande, ce genre de choses. En fait, c'est les pays où il y a un paradoxe parce que c'est les pays où on a atteint le plus l'égalité entre les sexes. Donc, c'est vraiment genre les chefs de liste, enfin, le top par rapport à l'égalité. Mais en même temps, c'est là où il y a une plus grande disparité dans les secteurs. C'est-à-dire que c'est là où on retrouve le moins d'égalité, en fait, dans différents secteurs, comme par exemple pour les infirmières ou pour les ingénieurs. On remarque qu'il y a un ratio énorme, en fait. Et donc, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on remarque que quand on laisse les gens complètement libres, là où il y a le moins d'inégalités, en fait, c'est là qu'on remarque qu'il y a plus aussi de, de, de disproportion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est juste pour soulever ça, en fait. Pour moi, c'est pas aussi manichéen qu'on le pense. Mais après, je sais pas quel est votre point de vue là-dessus, quoi. On va peut-être laisser intervenir Thomas, après je veux bien revenir dessus.
Oui, bonsoir. Mais, moi, c'est pas du tout dans le même débat. Du coup, je sais pas si on peut passer de coq à l'âne comme ça vous va ou... Vas-y, exprime-toi toujours, on verra, au pire on recentrera un peu. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de statistiques au niveau européen. Avec la Lituanie qui était en tête, c'est ça. Ce sera si vous avez sous les yeux le classement, ce serait intéressant de voir les premiers pays, enfin les pays qui arrivent en tête, parce que, enfin, une hypothèse que j'ai, mais il faudra la vérifier. Bon, la Lituanie, c'est un pays catholique, mais ce qu'on remarque souvent dans les inégalités, enfin, l'Union européenne, c'est un continent ultra divers, et notamment du point de vue religieux. Et donc, avec une tendance plutôt catholique, donc Belgique, France, Espagne, Italie, etc. Et puis plus protestante, donc les pays du Nord essentiellement. On remarque souvent que chez les protestants, il y a un rapport au genre qui est différent. En tout cas, les femmes ont historiquement plus été poussées euh, à l'auto-entreprise, on va dire. Donc, je me demandais si on pouvait peut-être retrouver en tête des pays tels que le Danemark, la Suède, la Finlande, dans les pays où les inégalités sont les plus faibles. Et ça pourrait être un indicateur finalement d'une rupture ou d'une distinction entre une Europe catholique où les femmes ont historiquement plus longtemps été cantonnées à des rôles, enfin, ont été pendant plus longtemps, plus tard en tout cas, victimes d'une division genrée du travail, à des pays protestants où ça a été moins le cas. C'est juste une hypothèse qui demandera évidemment vérification. Si je peux me permettre d'intervenir sur les deux interventions qu'on vient d'avoir. Très clairement, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une idée très manichéenne. Comme Elie, tu disais, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un objectif clair et net derrière de discriminer les personnes à l'emploi. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas cet objectif que la discrimination n'existe pas. Euh, dans le sens où on se rend compte qu'en fonction des politiques qui sont mises en place par un pays, ou comme vient de dire Thomas, en fonction aussi de la culture, qu'elle soit religieuse, ou politique ou idéologique qu'un pays met en place, on voit très clairement une grande différence en fait dans l'accès au travail des deux genres. Si on compare les États-Unis aux pays de l'ancien bloc soviétique, on se rend compte que sous le communisme, même s'il y avait beaucoup de dérive au communisme soviétique de l'URSS à l'époque, en fait, on se rend compte que les femmes avaient beaucoup plus de chances d'avancer dans leur carrière. On remarque même que dans le milieu scientifique, 73% des scientifiques étaient des femmes. Alors qu'en Europe, on voyait dans les sociétés catholiques où la religion était importante, où on n'avait pas du tout les mêmes statistiques. Et alors, on pourrait se demander, mais pourquoi? Mais juste parce qu'on avait une société qui tendait vers la modernité et qui, du coup, avait besoin autant des femmes que des hommes pour s'améliorer et pour atteindre l'évolution auquel les pays capitalistes occidentaux avaient déjà accédé à. Donc moi, je pense que clairement, il n'y a pas un objet. Je ne pense pas que les patrons se lèvent le matin en se disant on ne va pas engager de femmes, on va les discriminer jusqu'au bout. Mais, ou pareil, on va discriminer les hommes pour ne pas les laisser rentrer dans certains milieux qui sont plus typiquement féminins, si je peux dire. Mais il faut se rendre compte qu'il y a clairement un impact politique, idéologique et politique euh, qui va influencer justement cet accès au travail. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de ce qui est présenté en haut. Si on se retrouve classiquement dans une société où politiquement, il n'y a que des hommes au niveau politique qui gèrent le gouvernement, qui gèrent la présidence, qui sont ministres, qui sont parlementaires, ben finalement, qu'est-ce qu'on rejette, allez, qu'est-ce qu'on donne comme image à notre société? Ça, c'est juste un exemple bête. Mais pareil, si maintenant, tous les postes euh, d'élite, en quelque sorte, que ce soit dans une entreprise, dans une institution, ce sont des hommes qui détiennent cette place. Est-ce que maintenant, c'est parce que les femmes sont moins compétentes, ce que je ne pense pas, ou est-ce que c'est aussi par une sensation de ne pas être, euh, comment dire, de ne pas être légitime? Je pense que beaucoup de femmes se délégitiment aussi et ne cherchent pas à atteindre certaines positions ou n'osent pas, très simplement, juste se dire ben, j'en suis capable aussi. Allez, c'est vraiment de l'inconscient. Hein, donc, très clairement, moi, je ne pense pas, comme tu disais, qu'il y avait une division manichéenne et que les gens voilà, se disent aujourd'hui, on ne va pas recruter de femmes, mais qu'il y a un problème sous-jacent et plus profond. Quoi. Et du coup, l'idée serait de voir est-ce que vous pensez qu'il y a des alternatives et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mis en place, que ce soit par l'UE ou par les États, pour un peu diversifier
ces milieux professionnels, quoi. Parfait, parfait. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire à propos de cette question, sinon on peut passer à la suivante. Ah, bon, bah, parfait. Ce ne sera pas super long parce qu'on est déjà à 10 minutes, mais je t'en prie, Ouais. Non, je voulais Antoine. juste, c'était pour revenir sur ce que disait Thomas pour le classement. Bon, j'ai pas réussi à trouver un classement fiable pour l'UE, mais je sais que les 4 premiers, on a Islande, Norvège, Suède et Finlande. Donc ça, c'est juste un rapproche avec ce que tu disais. Voilà, c'était tout. Anton, Ah oui, Anton, Anton, merci. pardon, désolé. Autant pour Pas moi. de souci. Euh, ouais, c'était par rapport à, par exemple, il y a un exemple qui m'avait fait tilter, c'était les femmes en politique. C'est comment est-ce qu'on peut, en étudiant les chiffres sur le phénomène, comment est-ce qu'on peut différencier une disproportion qui serait liée à une discrimination et à un biais inconscient qu'ont les femmes et les hommes sur le fait que les femmes ne pourraient pas faire de la politique, et comment est-ce qu'on pourrait différencier ça avec une différence qui serait liée plus aux différences intrinsèques hommes-femmes, par exemple, certaines caractéristiques qui seraient importantes pour un politicien et qui pourraient être plus présentes chez les hommes, ou certaines caractéristiques qui pourraient être importantes dans une autre branche, dans un autre corps de métier, et qui seraient plus importantes chez les femmes. Euh, Ce serait, ouais, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux, en fait. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut réagir. J'ai une proposition de réponse sur la question. Thomas, peut-être, veut réagir avant? Oui. Mais en fait, quand tu parles de certaines caractéristiques qui seraient propres aux hommes et qui leur permettraient d'exercer certaines compétences politiques, je suppose que tu parles de choses comme le leadership, l'assurance, la confiance en soi et tout ça. Émotivité, peut-être, il voulait dire aussi, genre, entre autres, etc. Alors, je ne sais pas exactement, à vrai dire, je ne suis pas spécialiste dans la question de la personnalité, de l'analyse de la personnalité dans les genres, mais si on prend une différence qui est par exemple la testostérone qui peut modifier l'agressivité chez les gens, on peut se dire que dans un milieu aussi brutal que la politique, où les gens se rentrent dedans, etc., on peut dire que l'agressivité sera un facteur déterminant dans la personnalité de quelqu'un pour déterminer son succès en politique, par exemple. Enfin, c'est un exemple, mais peut-être qu'il pourrait y en avoir d'autres, je ne sais pas. Ok. Pour ce qui est des aspects biologiques, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, pour ce qui est plus du leadership, la capacité à diriger une équipe, à porter la voix et tout, ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de différence d'un point de vue biologique. Et donc, comme l'avait expliqué Neira, il y a une intériorisation, je pense, chez beaucoup de femmes, de l'idée qu'elles n'ont pas les compétences pour avoir des postes à responsabilité haute, mais qui sont des intériorisations de construction sociale. Et donc, c'est celle-là qui serait intéressant de déconstruire. Mais effectivement, enfin, pour tout ce qui est purement biologique, là, je ne vais pas répondre parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Pour avoir travaillé beaucoup sur la question dans mes études, et en tout cas pour avoir analysé la scène politique belge, en fait, on se rend compte, donc en parlant de caractéristiques qui sont purement féminines et masculines, déjà que le monde politique a été construit pour les hommes, par des hommes, et que pendant longtemps, ça a été un milieu exclusivement masculin. C'est que récemment que les femmes ont commencé à acquérir de la place dans le milieu politique, et entre autres grâce aux lois de parité qui ont été mises en place en 2001-2002 en France et en Belgique. On a pu un peu augmenter le quota de femmes dans les arènes parlementaires. Et du coup, maintenant, dire qu'il y a une différence du point de vue de l'agressivité ou quoi que ce soit, je ne sais pas vraiment si c'est relevant. On pourrait se poser la question. Mais moi, je pense qu'à nouveau, c'est cette idée qu'on est persuadé que les femmes ne sont peut-être pas capables de cette force, mais quand on regarde un peu autour de nous, je n'ai pas l'impression, dans la vie quotidienne, que les femmes sont peut-être moins fortes de caractère ou moins fortes pour présenter leurs idées, dire les choses comme elles sont.
Mais je pense qu'il y a juste un problème d'accès à la parole. Je crois que les femmes ont pu toujours parler des choses, exprimer leurs idées, mais qu'elles n'ont pas été longtemps écoutées, à mon avis, par manque de légitimité. Et c'est vrai que la question se pose, parce que c'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'il y a des caractéristiques féminines? Est-ce qu'il y a des caractéristiques masculines? À nouveau, c'est beaucoup de construction sociale. Quand on lit les théories féministes sur la question ou les analyses de genre, on se rend compte que ces constructions de dire, c'est juste bête exemple, hein, rechercher les synonymes pour le mot femme, et vous allez voir les synonymes qui apparaissent, c'est fébrile, faiblesse, naïve, euh, candide, enfin c'est des trucs, et quand on regarde homme, on a virilité, force, enfin voilà. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de construction sociale, et je pense pas que c'est un milieu où les femmes ne sont pas capables de travailler. Enfin, on peut voir, regardez aujourd'hui, il y a des femmes qui sont à les arènes politiques, et c'est pas pour autant qu'on les entend pas, qu'elles n'arrivent pas à parler. Je pense que c'est juste un problème d'accès à la parole qui est plus dur peut-être à prendre quand on a été habitué depuis petite à se taire. On voit ça dans les différences d'éducation. Allez, je ne sais pas si tu as une sœur ou quoi, ou été élevée avec d'autres filles près de toi, mais on voit clairement la différence entre l'éducation qu'on donne aux filles, où elles sont souvent incitées à ne pas trop parler, à être sages. C'est un peu des grandes lignes que je donne, hein. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais c'est quand même des tendances à être sage, à ne pas trop parler trop fort, à être poli, à être gentil, alors qu'un garçon qui serait un peu plus fort, qui parlerait un peu plus fort, qui exprimerait ses idées, c'est plutôt valorisé, au contraire, et on considère ça pas trop grave. Une fille qui ferait un peu le garçon manqué, à nouveau, c'est un peu mal vu. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, je crois que ça vient beaucoup de l'éducation et des constructions sociales qui sont à nouveau à déconstruire, comme disait Thomas. Parce que je suis persuadée, on voit qu'il y a beaucoup de femmes premières ministres, des femmes présidentes aujourd'hui qui arrivent à très bien gérer leur pays sans problème, en ayant beaucoup de légitimité, parce qu'elles viennent d'une société où c'est accepté, où on trouve tout à fait normal qu'une femme puisse autant gérer ses tâches qu'un homme, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien, bien, bien. Je pense qu'on va passer du coup à la question suivante. Estelle. Ouais, du coup, la deuxième question abordera la thématique de la prostitution. Donc, criminalisation de la prostitution et la surprenante justement prise de position de l'Union européenne dans le débat permet en fait de questionner la promotion de l'égalité des genres au sein de l'Union. Donc en fait, l'Union a pour habitude de ne pas se positionner clairement lorsqu'il s'agit de domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Et là, elle a finalement pris parti et a adopté la position de la Suède, qui applique la tolérance zéro en matière de prostitution. Donc il existe en fait différentes approches au sein des études féministes pour caractériser la prostitution. On a le féminisme radical qui lui perçoit cette activité comme de la domination sexuelle et de l'exploitation et qui s'en retrouve contraire aux droits de l'homme puisque le consentement y est impossible dans cette relation de pouvoir. Donc ça c'est la position de la Suède et sa politique néo-prohibitionniste où l'achat de services sexuels est un crime. Et à l'inverse, on a le féminisme libéral qui, lui, revendique une prostitution volontaire et le travail sexuel comme étant un droit et une liberté. Donc, au sein de l'Union, on a quand même le positionnement des États membres qui est assez divers, allant donc de l'autorisation et de la réglementation, donc comme on peut le voir en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Grèce, etc., jusqu'à l'interdiction et la pénalisation, comme on peut le voir en Suède, en Norvège et aussi en Irlande du Nord. Voilà, je laisse Alexandre poser la question. Du coup, que pensez-vous de la criminalisation de la prostitution et des clients, des nouvelles plateformes d'escorting, de sex working, de super dating ont fait leur apparition ces dernières années, et que pensez-vous de cette prostitution moderne? Devons-nous tendre vers une légalisation complète de toutes ces formes de prostitution, ou au contraire fermer les yeux, continuer à les fermer en tout cas? Donc voilà. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, vas-y, bien sûr. Oui, je vais y aller. Juste pour répondre un peu à la question, moi je dirais que, de mon point de vue, je pense que la prostitution existera toujours, qu'on l'autorise ou pas. Autant la légaliser en fait, autant la réglementer. Il faut voir, par exemple, on en parlait avec Mira la fois dernière,
aux Pays-Bas, c'est légalisé, c'est encadré et on ne s'y porte pas plus mal en fait. Justement, ne pas la légaliser, la criminaliser, ce serait un risque justement pour les travailleuses et les travailleurs. Du coup, ouais, donc autant la légaliser selon moi, pour répondre à la question. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre opinion, mais voilà, on n'est pas sans savoir que l'interdit attire toujours et que de toute façon, voilà, la prostitution, ça reste un travail, donc ça existera toujours. Donc, interdit ou pas, je pense que. S'il y a une intervention, n'hésitez pas. Si quelqu'un pense que ça doit être criminalisé, incriminé, interdit. Élie souhaite prendre la parole. Ouais, moi je suis personnellement, mais ça c'est un avis purement personnel, genre c'est basé vraiment sur aucune stat ou quoi que ce soit, mais moi je suis contre la légalisation parce que je trouve que, mais moi après je peux comprendre que il y a toujours eu des témoignages comme quoi c'était un choix et tout, un choix, comment dire, bref, personnel, ouais, voilà. Mais moi, je suis quand même contre parce que ça reste un métier. Enfin, mais après, c'est purement un jugement de valeur, quoi. Mais je trouve que ce métier devrait pas exister. Pour moi, Mais comme tu as dit, et c'est vrai d'ailleurs, tu l'as justement dit, c'est un métier qui a toujours existé et qui existera sans doute toujours, mais après, c'est peut-être les défauts du genre humain. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pour autant le légaliser? Genre, il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu ce genre de choses. Est-ce que c'est pour ça qu'elles doivent être acceptées dans notre société? Ça, je sais pas. Ou au contraire, est-ce qu'on ne doit pas plutôt les combattre? Après, parce que justement, je pense que c'est un truc tellement compliqué. Genre, c'est un peu comme légalisation du cannabis. Genre, c'est tellement compliqué. Est-ce que tu fais ça réellement parce que c'est un choix, ou alors parce que tu es forcé, ou alors est-ce que c'est quand même vendre son corps? Et du coup, voilà, moi, je suis contre. À part, pour ça, voilà. Mais bon, c'est purement un jugement de valeur, quoi. C'est purement personnel. Ahmad? Ouais, vous m'entendez? Ouais. Ok. Moi, personnellement, sur cette question-là, j'ai un avis pas très, on va dire, tranché. Mais je trouve que bon, l'avis d'Eli enfin, à mes yeux, il est pas inintéressant. Mais dans le sens où donc tu dis que il faudrait l'interdire. Je pense que si on décide de le criminaliser, comme je pense que c'est déjà le cas, mais pire que ça, il faudrait quelque sorte que ça n'existe pas. Enfin, comme qu'on essaye qu'on entreprenne énormément de démarches pour que ce métier n'existe pas. Après, moi, le problème que j'ai avec l'accepter, du coup, c'est un peu assumer le fait que, d'une manière, du coup, un peu sous-entendue, ça joue un rôle dans notre société. Et je trouve ça vraiment pas. Enfin, je trouve que c'est pas une super belle idée et que c'est pas l'idéal vers lequel la civilisation devrait tendre. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ce problème-là avec le fait de l'accepter naïvement comme ça, ou enfin juste de dire que c'est là et que du coup ça doit rester. Moi, je pense que justement, on pourrait tendre vers une évolution, une société qui rejette, enfin qui du coup, enfin pas qui rejette, mais qui arrive à s'en, enfin qui arrive à faire ce que ça n'existe pas. Mais je suis pas non plus totalement convaincu par l'idée de le criminaliser, en tout cas pas dans l'état actuel des choses. Il faudrait amener des démarches supplémentaires pour que ça soit une idée plus concrète, quoi. Enfin, une idée qui ait plus de sens que celle qui est pratiquée aujourd'hui. Je sais pas comment. Ah voilà. Soline, tu voulais parler? Salima après? Ouais, bah moi, ça rejoint un peu le point de vue de Salima. Je pense que ça serait contre-productif de criminaliser, tout simplement parce que ces travailleuses du sexe, elles ont besoin d'être protégées, et ne serait-ce que pour faire valoir leurs droits. Et en fait, c'est peut-être aussi un peu idéaliste, mais je pense que la seule manière qu'on pourra tendre au fait qu'il y aura plus de prostitution, etc., c'est de le légaliser pour mieux, en fait,
mettre des barrières, mettre des limites. Et comme ça, au fur et à mesure, on pourra attendre à ce qu'il y ait plus de prostitution. C'est peut-être un peu idéaliste, mais je pense que le criminaliser, ça ferait totalement l'effet inverse. Salima, ouais. Salima, ton micro n'est pas allumé, je pense. Je ne sais pas si tu as vu. Ah Ouais. oui, c'est vrai. Ah, pardon. Je disais qu'effectivement, j'avais réappuyé ce que Soline a dit. Enfin, au-delà du fait qu'on soit pour ou contre, le légaliser, reconnaître que ça existe, reconnaître que ça se fait, c'est mieux pouvoir l'encadrer. Et rien que pour ça, selon moi, ça vaudrait la peine de légaliser l'activité, tout simplement. Au-delà de l'aspect éthique, etc. Si je Si peux me personne permettre, d'autre ne veut prendre la parole, si je peux juste me je permettre voudrais bien ajouter d'intervenir quelque chose. avant de passer à la prochaine question. Vas-y, Nico. Ah, pardon. Ouais, c'est Désolé. bon. Du coup, en fait, quand on parle de toute cette question de est-ce qu'on est pour ou contre, à nouveau, enfin, je les rejoins parce que je pense que tout ce tabou qui est autour de la prostitution, moi, je pense qu'il revient au tabou qui est autour de la sexualité et de cette idée que certaines formes de sexualité ne seraient pas bien, d'autres moins bien. Enfin voilà. Donc je pense que clairement, tout ce qui touche la prostitution, c'est effectivement quelque chose dont on ne pourra jamais se passer. Et je pense que peu importe dans quelle société on vit, peu importe à quoi on est confronté, ou que ce soit une société plus religieuse ou moins religieuse, ou plus évoluée politiquement qu'une autre, enfin, peu importe vos critères, je crois que ce besoin va rester. Euh, parce qu'il y aura toujours quelque part un manque d'amour, une frustration personnelle chez les personnes qui y font recours. Donc, pareil, comme disait Salima, à un moment, il faut encadrer. Et quand on regarde aux Pays-Bas la situation qui est liée avec la prostitution et la légalisation, la seule chose qu'on a pu apporter à ces femmes, c'est d'avoir le droit à avoir des gardes, qu'elles ne sont plus obligées de faire le trottoir, et du coup, elles se mettent plus en danger avec des potentielles personnes qui voudraient faire des agressions, des viols et des vraies agressions physiques ou même des meurtres. Et il y a une forme de régulation qui leur permet une certaine sécurité, une stabilité dans leur boulot. En plus de ça, elles ont des revenus plus stables, elles déclarent leurs impôts, elles ont un travail qui est moins stigmatisé par la société grâce à ce cadre. Et comme on disait par rapport au cannabis, est-ce qu'à un moment, on pourra juste fermer les yeux éternellement, alors que par exemple en France, où il y a une tolérance zéro absolue liée au cannabis, et pourtant c'est le premier consommateur en Europe. Donc je veux dire, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de fermer les yeux et juste essayer de se dire, OK, c'est un fait, légalisons ça pour au moins apporter la sécurité à ces personnes, même si très clairement, je ne pense pas que toutes les personnes qui se lancent dans la prostitution le font de plein cœur. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui sont contents avec leur boulot, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Que ça reste quand même vendre son corps et c'est pas quelque chose, je pense, qui, du point de vue de notre intégrité, est super positif. Mais à nouveau, c'est mon choix, puisque moi, je le fais pas et je vais pas juger les personnes qui le font. Donc, voilà. Thomas, Nicolas, pardon. Ouais, merci pour la parole. Du coup, je vais rejoindre un petit peu le point de Naïra. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tellement que ce soit un tabou de la société ou pas, c'est surtout que dans la conjoncture actuelle, on voit pas les choses, on prend pas les choses par le bon côté. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait plus penser aux droits des travailleurs et aux droits de ces femmes-là. Donc, c'est-à-dire, les travailleurs en temps normal ont des droits, des devoirs et des aides, ce que ces personnes-là n'ont pas. Et je pense que c'est pas vraiment normal. Tu as coupé le micro, je pense, Nicolas. Oui, voilà. Désolé, ma connexion a lâché. Voilà. Donc, je disais que ce qui me préoccupe le plus, c'est le droit de ces personnes-là et le fait qu'on les respecte pour ce qu'ils font. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'ils font, mais c'est pas pour ça que on peut se permettre des agressions, etc. Parce que ce genre de personnes subissent régulièrement, malheureusement. Tandis que si on encadrait cela d'un point de vue légal, droit des travailleurs, protection, etc., ça réduirait ce genre d'agression, premièrement, mais ça permettrait aussi à ces personnes-là
de faire le choix parce que leur corps leur appartient et s'ils ont envie de le vendre, c'est leur problème et ça doit être leur décision. Ça ne doit pas être la décision d'un MAC, etc. Donc, si on encadre ce genre de métier, ce sera bénéfique tant bien pour la FBA, etc., sur ce genre de prestations, mais aussi pour les travailleurs. Parce que le sexe, c'est un métier, comme on a dit, qui existe depuis très, 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 très longtemps, depuis l'Antiquité. C'est le premier métier du monde. C'est un métier qui, je ne pense, ne disparaîtra pas à cause de la demande. Et là, on revient à un principe économique de base, l'offre et la demande. Tant qu'il y aura de la demande, l'offre va se créer. Et donc, ce serait plus intelligent, selon mon point de vue, d'encadrer cette offre plutôt que de l'interdire et de la stigmatiser. Parce que je ne pense pas qu'on arrivera à quelque chose en stigmatisant ce genre de personnes, ce corps professionnel, on va dire. Et c'est leur choix. Après tout, leur corps leur appartient. Ça fait partie des droits de l'homme d'avoir pleine possession de ses propriétés et de son corps. Et le fait que leur corps leur appartient, c'est à eux de décider s'ils veulent le vendre ou pas. Maintenant, mettre des choses en place pour que ce soit régularisé et géré d'une meilleure façon que ça ne l'est actuellement, c'est certain que pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Bien, bien, bien. Du coup, je laisse Nera enchaîner sur le comportement des hommes vis-à-vis des femmes. Voilà, je rallume juste mon micro. Donc voilà, pour la deuxième partie, on aimerait parler des inégalités qui touchent plus les hommes à proprement parler. Entre autres, en parlant tout d'abord de la question de la toxicité de la masculinité. Je vais vous présenter un peu ce que ça veut dire pour que vous ayez une meilleure idée. Hein. Donc, Victoire Tuaillon aborde la notion de masculinité dans ses podcasts et son livre Les couilles sur la table. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment de lire le livre et écouter ses podcasts parce qu'elle aborde les inégalités entre les sexes, mais en particulier les dérives auxquelles font face les hommes, auxquelles les hommes font face dans cette idée de la virilité de la masculinité. Et du coup, elle distingue la virilité et la masculinité comme deux concepts vraiment différents. La virilité relève plus de l'attribut d'un idéal de performance, d'autorité, d'endurance qui va se traduire dans les démonstrations corporelles et verbales. Elle va se référer toujours à la puissance physique et sexuelle, à l'agressivité, aux muscles, à la fermeté morale, à l'autorité et l'audace. La masculinité, quant à elle, n'existe qu'en contraste avec la féminité et c'est donc seulement une représentation du masculin, le fruit d'une construction sociale et culturelle qui est bien ancrée dans l'histoire et dans une société en particulier, ce qui fait que les notions de masculinité changent en fonction du lieu où nous vivons, aussi à l'époque à laquelle nous vivons. Et en parlant de toxicité de la masculinité, l'objectif ici est de discuter des dictats qui sont imposés aux hommes dans l'optique de se conformer à cet idéal masculin qui ne convient pas toujours à tous. Autant les femmes sont donc souvent discriminées à cause de leur féminité qui est très régulièrement représentée comme une faiblesse. Les femmes sont plus sensibles, elles sont plus fragiles de par leur féminité. Autant ce concept impose aux hommes un comportement auquel ils ne se conforment pas toujours. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, un vrai? Et comment sommes-nous, dès la tendre enfance, confrontés à des représentations sociales de ce qu'être un homme et une femme? Donc, je laisse Alexian poser la première question que je vais vous mettre directement dans le chat. Moi, je laisse Salima parler de cette question. Ouais, on switch, c'est l'équipe. Du coup, merci Nera pour ces explications. Donc, ma première question serait, elle est un peu personnelle, je vous l'accorde, mais le but serait vraiment d'échanger, d'essayer de voir un peu d'où ça vient, etc. C'est est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de toxicité en tant qu'homme ou femme ici? Et sous quelle forme, et à votre avis, voilà, d'où ça vient, comment ça se manifeste? Ahmad, je t'en prie. Ouais. Ben, moi, je ne pense pas avoir été confronté à ce genre de toxicité, étant donné que je ne vois pas vraiment à quoi ça fait référence. Enfin, je ne vois pas quelles caractéristiques de l'homme, plus particulièrement, le rend. Enfin, je veux dire, la méchanceté, personnellement, je l'ai vécu, je l'ai pu la vivre. Je pense que c'est quelque chose d'universel.
Et alors oui, effectivement, hommes et femmes, par leurs différences biologiques, enfin, moi personnellement, avant on parlait des différences biologiques, je n'ai pas pu intervenir, mais moi je suis biologiste de formation, et donc je sais plus ou moins, enfin, dans le règne animal comme dans le règne, comme dans le genre humain, il y a des différences hommes et femmes, et donc chacun va, si vous voulez, en quelque sorte, intervenir dans différentes situations selon ses caractéristiques. Par exemple, on pourrait dire qu'un homme a une plus grande proportion à intervenir de manière violente physiquement dans une confrontation, alors que les femmes, ça peut être plutôt par des interventions, on va dire, comment dire ça? Enfin, elles joueront sur l'aspect social de l'individu pour le discréditer. Enfin voilà, chaque individu a ses stratégies, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on définit un terme de masculinité toxique euh, comme si en fait une partie intrinsèque de la masculinité était forcément toxique. Moi personnellement, je trouve que la masculinité, en tout cas, l'idéal masculin, c'est plutôt des références, enfin en tout cas de mon point de vue personnel, de mes expériences, c'est plutôt référence à des images assez bonnes en fait. C'est pas tellement, pour moi, Marc Dutroux et un psychopathe ou enfin, des pervers sexuels, c'est pas tellement une image de la masculinité, c'est plutôt pour moi une image de l'inverse en fait, du manque de masculinité, du manque de valeurs euh, qui, qui font aussi partie de l'idéal masculin. Donc j'aimerais bien voilà, un peu que vous redéfinissiez cette notion parce que pour moi, la masculinité toxique, je vois vraiment pas à quoi ça fait référence. En fait, l'idée, c'est pas de dire que être masculin est toxique, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est juste, je vais donner des exemples très concrets pour un peu visualiser le truc. Que vous avez été confronté à ça petit ou pas, chacun a eu sa vision. Mais dans ce qu'elle développe dans son livre et dans ses podcasts, un des exemples typiques qu'elle donne, c'est dans l'enfance. On voit déjà depuis très, très jeune que, par exemple, les garçons sont incités à ne pas pleurer, à ne pas montrer leurs émotions, à être des hommes, à être grands, à montrer qu'ils sont forts et souvent à refouler beaucoup d'émotions qui sont par exemple chez les femmes beaucoup plus facilement exprimées et il y a moins de tabous sur le fait de parler de sa souffrance, de ses douleurs, de ses problèmes de couple, de ses problèmes dans sa vie. Parce qu'il y a les émotions sont moins décrédibilisées comme chez les hommes. Un autre exemple classique, et je pense que beaucoup de garçons, en tout cas moi, les garçons que j'ai vus dans le cours de ma vie, le rapport à l'amour, par exemple. Ça, c'est un exemple typique qu'elle donne. Les petits garçons, souvent, vont dire qu'ils ne sont pas amoureux, que les filles ne les intéressent pas, les filles sont nulles, l'amour, ça n'existe pas, alors que on va pas se mentir, on a tous été amoureux à un moment ou à un autre quand on était petit, d'une copine, d'un copain, enfin voilà. Donc c'est un peu ces détails-là. Et puis après, c'est aussi cette pression à se conformer à un idéal masculin, donc comme on disait, un idéal de force, d'agressivité, même si ce n'est pas pour moi un critère masculin, un idéal de force ou de virilité. Euh, alors que beaucoup d'hommes n'ont peut-être pas envie d'être comme ça, n'ont pas envie de développer leur force physique, ou au contraire sont peut-être beaucoup plus sensibles et aimeraient peut-être plus développer cet aspect, comme dont tu parles, un aspect plus social auquel les femmes auraient peut-être plus, seraient peut-être plus naturellement enclines à avoir ce comportement. Donc c'est ça en fait cette idée. Je ne dis pas que la masculinité est négative, comme la féminité n'est pas négative, même si elle est souvent dépeinte comme étant une forme de sensibilité, de fragilité. Être féminine, c'est comme s'il y avait juste une masculinité et une féminité. C'est ça, en fait, dont les gens commencent à parler aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup autant de femmes qui ne se sentent pas féminines, mais pourtant qui se sentent femmes, mais juste qui n'ont peut-être pas envie de se conformer à ce que la société leur montre de qu'est-ce qu'être féminine, se maquiller, s'habiller comme ci, comme ça. Et pareil pour les hommes, je pense que beaucoup d'hommes peut-être ne se retrouvent pas dans l'image, je prends un peu des caricatures de Rambo dans les films d'action et de l'homme par excellence qu'il est dans l'imaginaire collectif. Bon, c'était plus les années 80, hein, ça a évolué, mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. Je ne dis pas que la masculinité ou la féminité est toxique de base, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est juste d'aborder comment est-ce que même en tant qu'homme, on s'est senti parfois devoir refouler certaines choses parce que ce n'était pas valorisé en tant qu'homme. Donc c'est ça en fait dont je voulais que j'aimerais qu'on discute autour de cette question. J'espère que c'est Ok, plus clair ok. maintenant. Ouais, je comprends Voilà. mieux ce que tu veux dire Ok, par super. rapport à ça. Et ouais, je peux accepter, enfin, je suis d'accord avec des trucs que tu dis, par exemple, le fait de pleurer, etc. Euh, Mon avis là-dessus, ouais, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'un homme, dans la construction de sa vie, euh, je pense pas que c'est une bonne chose de dire Enfin, moi, je pense que ça se fait de moins en moins. Personnellement, dans mon éducation, ça n'a pas été le cas. Le fait de dire à un homme de ne pas pleurer, des choses comme ça. Mais ça a pu être quelque chose qui a été récurrent, en tout cas aux yeux de l'histoire.
Et moi, je pense toujours qu'en fait, ça s'explique, on va dire que, enfin, je pense que tout le monde pourra dire ça, mais que les choses s'expliquent. Ça veut dire que si on a fait ce genre de choses, si on a dit aux hommes de ne pas pleurer, c'est parce qu'il y avait une sorte d'intérêt, on va dire, derrière. L'intérêt que, en gros, un homme à une certaine époque, enfin, maintenant, on vit dans une société qui aime très confortable, on va pas se mentir. Et on retrouve que, voilà, on parle de sujets et on a des discussions sur des choses que, par exemple, dans des sociétés plus anciennes ou des sociétés dans le monde aujourd'hui qui sont plus violentes, ils n'ont pas ce genre de discussion parce qu'ils ont d'autres types de problèmes, on va dire. Et j'ai l'impression que ouais, cette histoire, par exemple, de l'homme ne doit pas pleurer, ça fait référence à des problèmes plus primaires, on va dire, où l'homme devait être fort, en fait, pour la survie du groupe. Et quand je dis primaire, ça remonte pas seulement à la préhistoire ou à l'Empire mésopotamien ou quoi que ce soit. Enfin, ça, non, pour moi, ça fait même référence aux années 40, tu vois, 50, 60 ou des choses comme ça. Mais donc, ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu disais. Après, voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire dessus. Mais moi, vis-à-vis de la toxicité masculine, je pensais surtout à la représentation de ce qu'on se fait de la femme, ce qu'on voit en tant qu'homme en la femme. Et moi, je pense que c'est surtout ça le problème. Parce que je pense que une majorité de filles pourront te dire que voilà, les hommes souvent sont fort déplacés dans leurs propos, que peut-être la façon dont ils te voient et ils te considèrent exclusivement n'est pas celle qu'elles voudraient. Et je pense que c'est surtout du côté sexuel le problème. Moi, j'entendais surtout ça quand on parlait de toxicité masculine. Je sais pas si je suis le seul à voir ça comme ça, mais On va aborder la question de la sexualité dans une question plus tard, mais effectivement, moi je pense que même les inégalités qu'il y a au niveau de la sexualité sont liées à plein de facteurs dans des représentations de la sexualité dont on va discuter plus tard dans le cadre de la pornographie. Mais effectivement, mais après, moi, ce qui est vraiment important à retenir dans ce terme de toxicité masculine, et je laisse la parole après à Thomas, je ferai court, c'est juste que c'est quelque chose qui touche autant les hommes que les femmes, et que finalement, on parle de domination masculine très souvent, mais je pense que beaucoup d'hommes sont aussi, en quelque sorte, victimes, si je peux dire, de cette domination masculine, et que ça ne touche pas que les femmes. Donc, pareil, quand on parlait d'accès au travail, dire que, par exemple, des hommes ne sont pas capables de travailler avec des enfants, ou même ce rapport, vous savez, un homme qui ferait un câlin à une petite fille, c'est directement mal vu, comme quoi il y a directement ces idées de pédophilie derrière, ou même le rapport du père à ses enfants. Enfin, évidemment, ça dépend de son éducation, mais moi, j'ai remarqué ça dans mon éducation, où il y a vraiment une sensation que le père n'est pas légitime de faire certaines choses avec ses enfants parce que voilà, c'est un homme, ce n'est pas à lui de donner l'amour de manière explicite, je veux dire, de montrer son amour plus facilement. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir dans cette thématique-là, c'est que ça touche plein de sujets, autant la sexualité comme tu en parlais, Alexian, mais c'est pas que ça. Donc, je laisse intervenir Thomas du coup maintenant. Et juste Thomas, si tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entendait pas super bien. Et donc, par rapport à l'expérience personnelle, oui, je l'ai vécu, mais ce qui est assez révélateur, c'est que j'en étais pas spécialement conscient. Et c'est en assistant à des cours, en lisant de mon côté, que effectivement, j'ai refait, ce que je lisais faisait écho à ce que j'avais vécu. Et donc ça renvoie à toute la naturalisation, on va dire, des stéréotypes de genre. Qui fait qu'on notre éducation par nos parents, par les systèmes éducatifs, toutes les institutions, on va dire étatiques, sociales de manière générale, nous fait intérioriser un certain nombre de représentations qui sont prétendument associées à un genre ou l'autre. Et donc oui, je l'ai vécu, mais depuis que j'en ai pris conscience, ça permet aussi de se détacher de certaines fréquentations, par exemple, ou de certaines situations sociales qui nous replonge là-dedans. Ça, c'est pour l'aspect expérience personnelle. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, Néra, tout à l'heure, tu avais parlé de la multiplicité, de la multitude des formes de masculinité et de féminité. Donc, évidemment, on ne va pas dire qu'il y a une masculinité pour chaque homme sur Terre, ce serait sans doute faux. Mais effectivement, il y a des formes multiples de masculinité et la masculinité qui domine actuellement est une masculinité qu'on peut qualifier de toxique. Pour moi, quelque chose de toxique à partir du moment où il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas dedans. Et donc, en fait, la toxicité, c'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. On n'est pas toxique dans l'absolu, on est toxique, c'est mon point de vue. On est toxique par rapport
pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, dès lors qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne se retrouvent pas dans cette masculinité, donc que ce soit des hommes, mais aussi des femmes, puisque enfin, hommes et femmes et autres genres en sont victimes, eh bien, elle est toxique. Mais, comme Nera a dit, ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres masculinités qui existent, qui souvent n'ont pas pu s'exprimer, qui s'expriment de plus en plus. Et ce qu'il faut espérer, c'est un peu, c'est un peu stratégique comme vision, mais il faut espérer une forme d'alliance en fait entre tous ces groupes sociaux qui ne se reconnaissent pas dans la masculinité toxique ou qui en sont victimes, de manière à renverser le rapport de force. Donc ça, je ne sais pas si ça va arriver dans 5, 10, 30, 50 ans ou si on ne le vivra jamais. Mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du rapport de force. C'est en train d'évoluer, sans doute pas assez vite, surtout pour les victimes. Mais j'ai envie d'être un peu optimiste quand même. Voilà. Puis il y avait aussi, juste avant de passer à la prochaine question, des exemples concrets où on remarquait la toxicité de la masculinité, c'était dans le cadre de l'homosexualité. On voit par exemple que l'homosexualité masculine, donc entre deux hommes, est beaucoup plus stigmatisée qu'une homosexualité entre deux femmes, qui est même fantasmée par beaucoup d'hommes, par beaucoup de femmes aussi, où on voit un rapport assez plus normal, comme quoi deux femmes pourraient très bien être amoureuses, avoir des rapports sexuels, et c'est même pour beaucoup un fantasme. Alors que pour parler de l'homosexualité masculine, on a directement un tabou pour beaucoup, où ce serait vraiment abandonner sa virilité, alors que c'est vraiment propre à l'influence que les religions monothéistes ont eue, parce que quand on regarde dans l'Antiquité, qui prouve vraiment à quel point c'est une construction sociale, dans l'Antiquité, en Grèce, l'homosexualité était valorisée. C'était même un passage qui était censé être obligatoire dans la vie d'un homme. Il y avait la notion de pédéraste qui a donné le nom à PD et à tout le reste aujourd'hui, où en fait il y avait cette idée que l'homme, un homme mature de 40-50 ans, devait avoir des rapports sexuels avec un jeune homme de 14-15 ans, parce qu'avec l'éjaculation et le transfert de sperme, il lui donnait en fait le pouvoir, la masculinité et la force que l'homme plus âgé avait acquis à travers l'âge en fait. Donc on voit qu'à l'époque, en fait, être homosexuel, même César a été homosexuel et pourtant on n'en parlait pas trop parce que c'était sa vie privée. Il n'a pas été décrédibilisé par son homosexualité, surtout à travers le poste politique qu'il avait, alors qu'aujourd'hui, quand on a des politiciens homosexuels, on revient souvent là-dessus. Je veux dire, on les considère comme des femmelettes, quoi. Et donc c'est vraiment ça la preuve que, comme disait Thomas, c'est un rapport de l'un à l'autre. Et c'est à nouveau, par exemple, dans le cadre de l'homosexualité qu'on peut observer ça, quoi. Donc, il y a Linda qui veut réagir. Et après, je pense qu'on devrait passer à l'autre question. Il y a juste Anton. Pardon, juste avant Linda, il y avait Anton qui voulait réagir, je pense. Et ensuite Linda, et ensuite on passe à la question suivante. Anton, tu peux y aller. Ok, merci. Oui, c'était par rapport à cette idée de culturellement une difficulté pour les hommes d'exprimer leurs émotions, etc., que ça me parlait beaucoup, parce que c'est personnellement des choses qui m'ont touché beaucoup dans ma vie. Et, mais en fait, personnellement, j'aime pas beaucoup en fait, mettre l'accent particulièrement sur la masculinité. Pour moi, il y a un problème en fait en termes de rapport homme-femme, où il y a les choses qui... je ne sais pas vraiment ce qui se dissocie, mais pour moi, il y a quelque chose dans les rapports hommes-femmes qui se brise un peu ces dernières décennies. Et pour moi, en fait, les problèmes de relation, ça implique forcément les deux parties, quoi. Et donc, on pourrait dire, si jamais les hommes, disons, peuvent parfois adopter des traits extrêmes de la masculinité qui peuvent être nocifs, pour moi, il peut y avoir le contre-coup de l'autre côté, en fait. Et je pense que ce serait important d'en parler. Et oui, en effet, et qu'au fond, tous ces dysfonctionnements font souffrir les gens à qui on les fait subir quand on est quelqu'un de dysfonctionnant, mais ils font aussi souffrir la personne dysfonctionnante. Donc, pour moi, le fait de voir les choses comme ça permet de moins accuser, disons, et d'essayer de plus être dans la compréhension des fonctionnements des uns et des autres. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci Anton. Linda?
une dernière intervention. Ouais, moi c'était en gros pour compléter Neira, il y a un petit exemple qui m'est venu juste à la tête. Bah, je me souviens quand j'étais adolescente, donc en primaire, on voyait bien des potes, garçons, il y en avait un qui avait pleuré. Je m'étais approchée de lui et je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Et il me dit, bah, il y a mes potes, c'est un garçon, il me montre ses potes garçons, bah, il se moque de moi parce que je me suis fait humilier par une fille. Bah ouais, du coup, tu pleures parce que tu t'es fait humilier par une fille. Bah, tout ça, ça m'est venu à la tête parce que je me dis, mais c'est parce que c'est une fille. Donc, il me voit pas comme un vrai homme. Donc, je me dis, entre guillemets, c'est quoi un vrai homme? Et là, ça me donne des idées comme, voilà, quand tu vois un garçon autour des filles ou qui joue ce qu'il veut avec beaucoup de filles, bah là, ils sont applaudis. Et si les filles font de même, bah, ils sont jugés. Et, ou même quand dans le monde politique, quand une femme veut s'exprimer ou qu'elle hausse la voix ou voilà, ou qu'elle est un peu imposante, bah, on va dire elle est hystérique, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais si c'est un homme, on va dire bah, c'est bien, il s'est bien défendu. Voilà, c'était juste des exemples qui m'est venu à la tête que voilà, on dirait qu'il y a des choses pour faire et être identifié comme un vrai homme et des choses pour les filles, pour être identifiée comme une vraie fille. Et c'est juste ça qu'il faudrait déconstruire, ces stéréotypes et voilà, qui font que et les filles, et les femmes, et les hommes sont souvent victimes de tout ça. Voilà. Merci Linda. Alors une dernière intervention de Ellie et ensuite de Thomas en 30 secondes chacun si possible pour qu'on passe à la Je vais essayer suite. de faire très vite. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, que le petit garçon qui pleure et tout, ou bien genre en mode qu'on avait dit. Mais en fait, j'ai l'impression de plus en plus aujourd'hui, et que ce soit positif ou négatif, mais c'est juste un truc que je constate, qu'on essaie en fait de déconstruire complètement tout ce qu'en fait notre civilisation a bâti. Même tu as parlé de l'Antiquité, et donc c'est en mode je suis conscient, je ne suis pas complètement naïf, et je suis conscient que nos comportements sont le fruit de notre culture. Et d'ailleurs, aujourd'hui, probablement que la majorité des hommes auraient eu des comportements homosexuels si on était à l'Antiquité, parce que c'est un truc hyper normatif. Mais juste pour dire, en fait, c'est pas non plus hyper négatif de tout vouloir déconstruire, parce que à force de tout vouloir déconstruire, moi, je suis très dans ce truc de complémentarité, en fait. C'est-à-dire que l'homme, d'une certaine manière, avec sa violence intrinsèque, genre pour faire des caricatures, je sais que tous les hommes, si on prend un homme et une femme au hasard, en fait, on pourrait parier sans trop se tromper, dire qu'il a plus de risque d'être violent que la femme, et la femme a plus de risque d'avoir plus d'empathie. Mais du coup, ça, c'est en statistique de manière globale, genre, mais à trop vouloir déconstruire, en fait, ça risque en fait, c'est le nihilisme. C'est le fait de ne plus avoir aucun socle, plus aucune valeur. Et par exemple, un truc tout con, en fait, le petit enfant qui pleure à 5 ans, bah, un enfant qui ne pleure pas à 5 ans, un garçon, ça sera à 30 ans un adulte qui assumera ses responsabilités. Je sais que c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais en gros, la masculinité, pour moi, c'est pas le fait d'être supérieur à la femme ou quoi que ce soit. Ça, c'est complètement ça, je suis absolument contre. Mais c'est le fait de dire laisser passer les femmes et les enfants d'abord lorsqu'il y a une crise. C'est lorsqu'il y a une crise, en fait, c'est les hommes qui vont au premier dans le front et qui vont mourir en premier. Et pour moi, c'est ça, en fait, la masculinité. Et après, après les guerres, on a remarqué, en fait, que les hommes sont rentrés du front et ils ne voulaient plus être des hommes. Ils étaient tellement traumatisés par cette virilité, littéralement, frontalement, en fait, sur la guerre, qu'ils sont rentrés en plus voulant être des hommes. Et c'est là qu'on a remarqué une croissance du féminisme, des courants féminisme et tout. Les femmes ont eu de plus en plus de droits et en fait, les hommes ne voulaient plus être des hommes. Et c'est d'ailleurs, parallèlement, on a remarqué une croissance des viols, une croissance des mouvements, des choses nocifs. Et donc, en fait, il n'y a plus du tout de gentilhomme. Aujourd'hui, il n'y a plus le gentilhomme à l'anglaise, l'homme qui va ouvrir la porte pour la femme, mais ça va être l'homme qui va cracher lorsqu'une femme va passer et qui va la siffler. Et ça, pour moi, ce n'est pas la vérité. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas dire on déconstruit tout, on n'a plus de valeur féminine, on ne dit plus à une femme soit douce et on ne dit plus à un homme soit fort. Mais juste pour dire, il faut qu'on le dise, mais d'une bonne manière. Il faut qu'on dise prends soin de tes sœurs et de ta mère, parce que ça, c'est un fait aussi. Elles sont physiquement moins fortes que toi. Donc, si à un moment, il y a un cambrioleur, mets-toi devant tes sœurs
et prends-toi la bastos. Et je sais que ça peut paraître un peu trash ce que je dis, parce que je sais que c'est complètement un contre-courant de la doxa majoritaire. Mais pour moi, on doit revenir en fait à des valeurs qui sont alignées avec ce que nous sommes aussi naturellement. Et ça ne veut pas dire pour autant négativement, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, ça c'est faux. Mais pour moi, l'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Si maintenant on se comporte tous comme des hommes, en fait on fait la guerre H24 et on se frappe tous. Mais si maintenant on se comporte tous comme des femmes, ça ne sera pas non plus une bonne chose, quoi, je pense. Du coup, voilà. C'est juste pour revenir sur ce côté yin et yang, un peu spirituel, etc. Merci Elie, très intéressant. Une dernière intervention de Thomas, je t'en prie. Rapidement, juste pour répondre à Anton, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on parle ici beaucoup de... Enfin, évidemment, je mets de côté les crimes les plus graves et qui sont produits consciemment, mais on parle beaucoup de comportements inconscients. Et donc, effectivement, il ne s'agit pas il s'agit pas dans la confrontation avec la personne qui le commet. Il s'agit effectivement de discuter, faire prendre conscience, déconstruire. Et en ça, ceux qui sont, enfin, beaucoup de personnes qui sont ici ce soir savent que ça me tient à cœur ce sujet-là. Mais l'éducation a vraiment un rôle très important à jouer. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra encore plusieurs générations d'élèves qui fréquentent des cours, enfin, qui dans le cadre de leur éducation, ici je parle de l'éducation scolaire, mais bon, les parents ont également un rôle, vont effectivement petit à petit apprendre à se comporter autrement en société. Et pour répondre à Ellie très rapidement aussi, il ne s'agit pas, personne ne dit qu'il faut faire table rase totale du passé. On sait très bien qu'il y a des avancées scientifiques, dans le domaine scientifique, médical, dans la pensée philosophique, politique, qui sont inestimables et qui nous permettent de nous repérer dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les sociétés passées, elles ont été toujours, constamment, elles ont été organisées en faveur d'un groupe social qui cherchait à dominer un ou plusieurs autres groupes sociaux. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ça. Ils en ont marre. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne pense pas. Mais moi, je suis pas sûr. Enfin, moi, je suis juste pas d'accord avec ça, mais d'accord. Mais ok. Mais je vois ce que tu veux dire en mode que c'est vrai qu'il y a une histoire très patriarcale. Enfin, ça, on va pas remettre en question. Et je sais que c'est le fait que les femmes pouvaient pas voter et tout, je suis complètement contre et ça avait pas de sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, on est dans une société incroyable parce qu'il y a l'égalité des droits, etc. Et des opportunités, ce qui est la plus importante. Mais je suis juste pas hyper d'accord. Enfin, pour moi, dans une société où on a toujours dit laisser passer les femmes et les enfants d'abord, je pense pas qu'il y avait cette volonté de domination à tout prix, comme si les hommes étaient le mal et les femmes étaient dominées. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, voilà. Je pourrais agir ça. Merci beaucoup, Elie. Alors, c'était une question qui a suscité beaucoup de réactions. Donc, super cool. Du coup, dans la continuité de cette masculinité toxique, on a par exemple le fait qu'on pense que les hommes ne méritent pas, par exemple, lors d'un congé de paternité, autant de temps que la maman, tout simplement. Donc, si Néra ou Estelle voulaient expliquer un petit peu la partie, ensuite je pose la vraie question. Ouais. Alors du coup, le congé de naissance, c'est un congé payé qui est accordé aux coparents, donc qu'ils soient un père ou une deuxième mère. L'objectif d'un congé de naissance qui est accordé à l'autre parent permet de profiter à tous les deux en fait des premiers instants avec leur bébé et puis de créer un lien avec l'enfant. Et l'égalité des genres se manifeste également dans la participation à l'éducation. L'aide d'un partenaire est cruciale durant les premiers jours de vie d'un enfant. En Belgique, on remarque que 93,8% des pères vont prendre un congé après une naissance et la moitié d'entre eux vont même aller puiser dans leur congé annuel de 30 jours pour poursuivre le congé de naissance, ce qui montre une vraie volonté de la part des pères de passer du temps avec cet enfant, peu importe pour quelle raison. En 2016, les hommes prennent 14 fois plus de congés de naissance qu'en 2012. Et depuis le 1er janvier 2021, le congé de naissance a été augmenté à 15 jours, avec pour objectif d'atteindre les 20 jours en 2023. Néanmoins, dans d'autres pays européens, on offre des congés bien plus longs. En France, on est récemment passé à 28 jours. Et en Suède, donc comme le modèle scandinave, les deux parents ont tous les deux droit à 480 jours de congés cumulés. Donc 60 jours sont exclusivement réservés à la mère et 60 aux coparents, ce qui leur donne le reste des plus ou moins 300 jours
300 jours pardon, à se répartir entre eux. Permettre aux coparents d'avoir plus de congés de naissance va donner l'opportunité aux hommes et aux deuxièmes mères de profiter de ces moments avec leur bébé, de donner une chance aussi aux mères de réintégrer plus facilement le marché du travail, tout en réduisant les chances de discrimination, car la charge de la grossesse pourrait reposer plus de cette manière-là sur les deux individus et non pas plus sur un seul. Quoi. Voilà, je laisse la parole à Sabine. Ouais, et du coup, la question relative à cette partie, ce serait du coup, est-ce que le congé de paternité vous semble nécessaire? Comment il devrait être mis en place? Quel modèle devrait-on suivre? Est-ce qu'on devrait donner le choix aux parents de prendre ou pas un congé de maternité ou de paternité? Parce que, voilà, au-delà du fait de la question qu'on pose concernant les papas sur est-ce qu'on devrait leur donner plus de temps de congé, on ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'une maman a envie de prendre un congé ou pas? Donc, voilà, qu'en pensez-vous? Voilà, est-ce que le congé de paternité vous semble nécessaire et comment devrait-il être mis en place dans un premier temps? Est-ce que c'est normal d'avoir si peu de jours? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est aberrant? J'imagine qu'on est peu ici à avoir déjà des enfants, mais est-ce que vous, ce serait quelque chose que vous aimeriez avoir si un jour vous avez des enfants? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'important ou pas d'après vous? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir votre père qui a été à la maison? Voilà, je vois qu'Eddie peut intervenir. Ouais, je vais faire très vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais non, moi, je trouve ça une bonne chose. En fait, je pense que notre société a permis de... On ne travaille plus à des heures complètement folles. On n'est plus tous fils d'ouvriers ou fils de miniers, etc. Du coup, je pense que c'est une bonne chose si le père peut être présent auprès des enfants, comme la mère. Du coup, voilà, moi, je suis absolument pas contre le congé paternité. Et donc, voilà, c'est ce que je pense de ça. Est-ce que vous pensez qu'il doit être aussi long que pour les mères ou plus court ou peut-être suivre plutôt le modèle suédois où on réserve exclusivement un nombre de jours pour l'un et pour l'autre et puis le reste reste à déterminer? Je vois qu'Ahmad veut réagir. Ouais, mais ouais, moi, comme Ellie, même, je trouve que c'est super important. Enfin, le rôle d'un père, tout aussi important que celui d'une mère. Et je pense que dans un souci d'égalité, si on suit la mouvance, je dirais, féministe, il faudrait que ce congé soit aussi long, autant pour la mère que pour le père, en dépit du fait que la mère a une période de gestation. Enfin, donc, du coup, on exclut la période de gestation, mais on devrait accorder le même congé, moi, je pense. Parce que sinon, ça serait accepté le fait que l'un joue un rôle plus important que l'autre. On pourrait le croire, mais évidemment, la femme doit allaiter l'enfant, etc. Mais je pense qu'au niveau, voilà, au niveau aussi, comme elle a dit Ellie, dans une société où, on va dire, le travail n'est plus aussi comment dire, nécessaire à la survie du groupe à tout instant, oui, ce serait quelque chose qu'on devrait envisager. Après, très clairement, une mère, après un accouchement, elle a quand même, je pense, besoin d'un certain temps pour se remettre de l'accouchement, parce que ça reste quand même un traumatisme au corps. Enfin, ce qu'on entend, hein, ça donne pas trop envie, mais donc je pense que très clairement, c'est pas la même chose. Je veux dire, les parents ne vivent pas un accouchement différemment. Il y a aussi beaucoup de dépression postpartum. Enfin, il faut se remettre, pour reprendre la conscience de notre corps après un accouchement. Mais je pense que très clairement, donner la chance aux hommes d'avoir autant de congés de naissance, ce serait vraiment remarquable, je trouve, parce que ça pourrait déjà donner l'occasion à beaucoup d'hommes qui, peut-être, eux, ont plus envie de passer du temps à leur enfant, avec des mères qui, par contre, elles ne ressentent peut-être moins le besoin et aimeraient reprendre le travail ou reprendre leur carrière ou même s'adonner à d'autres activités. Ce serait vraiment, je pense, euh, nécessaire aujourd'hui, puisque, comme vous dites, on a la possibilité d'avoir des jobs dans lesquels on peut s'épanouir d'une manière différente qu'il y a encore 50 ans où on vivait pour survivre encore dans beaucoup de pays européens. Donc, voilà. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une intervention à faire par rapport à ça.
Estelle, tu es d'accord ou tu voudrais Non, non, j'aimerais juste ajouter quelques mots. Je pense aussi que c'est important dans le sens où ça permet au père de passer du temps avec l'enfant, mais de développer une relation qui, par après, pourrait avoir des conséquences dans le sens où j'ai déjà eu des connaissances où le père vivait mal le fait que l'enfant ne réagisse pas autant que les réactions qu'il aurait avec la mère, et le père il se sent lui-même rejeté et rejette ça sur la relation qu'il a avec l'enfant par après, et peut-être est plus froid, et je sais que ça, je dirais pas traumatise, mais ça joue sur la relation que ça peut avoir par la suite. Et voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Et pour moi, ça reste peut-être pas pour autant pareil le nombre de jours, parce que je pense que, comme Neira l'a dit, la femme, dans tous les cas, qui a accouché, a quand même besoin de se reposer. Mais ça reste quelque chose de primordial. Pour moi, je pense qu'en France, c'était 12 ou 14 jours, c'est très peu aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant à explorer, mais je pense que, encore une fois, les constructions sociales jouent énormément sur les politiques mises en place. Et, euh, et c'est long à changer, et ça mettra très longtemps, je pense, aussi à changer, comme tout, hein, tout ce qu'on voit dans la société en général. Voilà. Puis juste pour ajouter quelque chose, j'ai regardé donc un programme qui parlait de pères qui étaient devenus pères alors qu'ils avaient 60 ans. Donc, beaucoup de ces pères étaient déjà à la pension quand ils sont devenus un nouveau papa ou pour la première fois. Et en fait, on voit qu'il y a une relation vraiment incroyable qui s'est mise en place entre ces pères parce qu'ils étaient à la maison et qu'ils ont eu le temps d'être constamment avec leur enfant et qu'il y avait un rapport assez particulier auquel on n'est peut-être pas habitué. Je ne veux pas dire que parce que votre père n'a pas été là dans votre enfance, comme peut-être votre mère a été plus présente ou pas, ça va changer quelque chose. Vous allez toujours aimer votre père va vous aimer, enfin voilà, mais on voit vraiment qu'il y a un rapport complètement différent par le fait d'avoir eu la chance de passer du temps avec l'autre parent aussi et de créer un lien. Parce qu'on parle souvent du lien maternel, on dit que la mère est plus importante, mais moi je ne pense pas que c'est le cas. Je pense juste que l'enfant a eu plus la chance de passer du temps avec sa mère parce qu'elle était plus présente, parce qu'elle a pu prendre un congé maternité plus important ou même faire une pause carrière, ce qui est souvent plus accepté pour les femmes que pour les hommes, quoi, ou même plus nécessaire, je pense, dans certaines familles. On pense que la femme devrait plus faire une pause carrière qu'un homme. Donc voilà, c'est juste ça pour donner un exemple qui prouve qu'il y a quand même un travail de lien qui doit être mis en place. Donc il y a Ellie qui veut réagir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, Moi, je suis d'accord pour le fait que, enfin, je suis pour le fait qu'un père devrait passer du temps avec ses enfants, s'il en a la possibilité, etc. Mais pour rejoindre aussi un peu Estelle sur ça, c'est que, enfin, il y a un rapport qui est différent. Enfin, l'enfant par rapport à ses deux parents aussi, je pense. Enfin, l'enfant, il a quand même passé 9 mois dans le ventre de sa mère, et c'est prouvé aussi que la mère dégage ensuite c'est pas spécialement des phéromones, mais elle dégage un truc en fait que l'enfant reconnaît, une odeur quand l'enfant est proche de sa mère, que l'enfant reconnaît. Il sait presque limite reconnaître sa mère par rapport à une autre. Enfin, je veux dire, il l'allait et tout. Donc, je pense quand même qu'il y a un peu. Après, ça, c'est comme dans tout. C'est pour revenir à ce que je disais euh, avant. Euh, L'homme et la femme seront jamais égaux, en fait. En tout, je veux dire. C'est juste pas possible. Et du coup, bah, ça se reflète aussi dans, par exemple, la- les rapports avec les parents, quoi. Et donc, mais je suis quand même pour que les pères doivent s'occuper des enfants, etc. Ouais, si je peux intervenir là-dessus aussi. Ok, ouais. Bah, du coup, ouais, comme disait Ellie, il y a des trucs qui font que la mère est plus, on va dire, biologiquement attachée à son enfant. Et en fait, tout ça, toutes ces choses-là qui sont un peu des différences hommes-femmes comme ça qu'on analyse et tout, c'est des choses effectivement qui sont liées à la biologie et qui avaient un rôle à une époque, on va dire. Donc, bah, par exemple, un homme, c'est beaucoup moins attaché à l'enfant parce qu'un homme, un primate, quoi, hein, ça va faire beaucoup plus, enfin, ça va faire des enfants chez plein de femmes. C'est pour ça qu'ils peuvent se reproduire très souvent, etc. Et en fait, effectivement, la nature est ce qu'elle est, mais la nature parfois est un peu, on va dire, cruelle. Et du coup, ouais, c'est pas parce que c'est la nature qui est ainsi qu'on doit forcément aller, on va dire, le prendre pour fait. Et donc, par exemple, sur des choses, sur des questions comme ceci, je trouve qu'il est intéressant même si la mère a des relations plus
on va dire, plus naturellement forte avec son enfant dès les premiers jours, ça peut être intéressant d'inverser la tendance. Enfin, pas forcément d'inverser la tendance, mais de l'équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, on va dire les raisons biologiques qui faisaient que ce phénomène existait n'ont plus de raison d'être, on va dire. Mais de manière générale, j'aime pas trop aller contre notre biologie et on va dire notre constitution, mais dans ce cas-ci, voilà, c'est un exemple justement de démarche qui pourrait être à l'inverse de notre nature biologique, mais qui pourrait être saine, on va dire. Merci Ahmad pour ton intervention. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à dire. Sinon, on peut passer à la thématique suivante, qui est la sexualité. Et je vais laisser Estelle, je pense, introduire la partie. Et ensuite, Alexia, on pose la question. Donc, lié à la partie de la sexualité, on voulait aborder la question de l'avortement. Donc, l'avortement, c'est un sujet délicat dans l'arène politique de l'Union européenne. Presque tous les pays de l'Union autorisent l'IVG. En 2018, l'Irlande était le dernier pays à légaliser l'avortement, contrairement à la Pologne qui a fait un pas en arrière en rendant cette procédure médicale interdite. De plus, certains médecins peuvent faire appel à la clause de conscience qui leur permettra de refuser l'IVG pour des raisons de conviction éthique, morale ou religieuse. Donc je laisse la question être posée. Oui, donc face aux inégalités auxquelles les femmes et les couples font face dans la procédure d'avortement, pensez-vous que l'UE devrait statuer en la matière et imposer un cadre légal minimum pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse? Salima? Oui, je me permets d'assister au débat. Moi, je pense que oui, il y a une claire incohérence. Alors, est-ce que nous sommes une union ou pas? Des fois oui, des fois non. Une personne, par exemple, qui voudrait se faire avorter, dont le délai serait passé, peut juste traverser la frontière et aller se faire avorter ailleurs sans souci. Donc, il y a une claire incohérence, en fait. Faut se mettre d'accord sur ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, les limites à mettre, les limites à ne pas mettre, parce que je pense qu'on est dans une incohérence totale et c'est ridicule. Voilà, selon moi. Estelle a une intervention, je pense. Et en fait, je ne sais pas comment on lève la main, du coup, je me dépousse. En fait, c'est pour réagir à ton intervention. C'est vrai qu'il y a une incohérence, mais je pense que c'est un sujet assez sensible et c'est ça qui est embêtant si on peut utiliser le mot, avec l'Union européenne, c'est que tout ce qui touche à ce qui est culturellement inscrit comme ça, tout ce qui est social, ça reste assez mis de côté de la part de l'Union et l'Union ne veut pas trop y toucher parce que on reste, même si on est l'Union européenne, on reste des pays avec une histoire différente, une culture différente. Et imposer, ça va faire des gagnants, des perdants, je pense. Et ça va être difficilement accepté. Et je ne sais pas quelle est la solution du coup, parce que personnellement, moi, je suis pour. Mais je pense que ça va toujours faire face à des blocages politiques et c'est le gros problème de l'Union européenne en général, c'est que dès que ça touche à ce côté-là, dès que c'est plus trop économique, dès que c'est plus sensible comme sujet, en général, ils vont pas trop s'avancer, quoi. Voilà. Il y a Thomas qui veut réagir. Oui, moi c'est par rapport à ce que Salima a dit, donc qui parlait simplement qu'il fallait simplement traverser une frontière pour pouvoir se faire avorter. Alors c'est vrai, mais c'est vrai pour ceux qui ont l'argent, qui peuvent se le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc là, ça pose des questions en termes d'inégalité socio-économique. Ça voudrait dire que les personnes précaires n'ont pas, enfin, dans les faits, ne peuvent pas avoir accès au même recours médical que les personnes qui en ont les moyens. Et puis, je sais pas, je vais pas vraiment répondre à la question. Si elle devrait le faire, je sais pas. Je pense que je suis pas assez informé, enfin, là-dessus pour me prononcer. Mais enfin, pour rejoindre ce que Estelle a dit,
En effet, je pense qu'elle ne le fera pas, mais en fait, ce que l'Union peut faire, c'est durcir les règles en matière justement de circulation des personnes qui vont se faire avorter dans d'autres pays, parce que ça pose des questions en matière de respect des droits humains, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent profiter effectivement de la situation pour promettre des avortements à des prix très démocratiques pour attirer justement des gens chez eux. Et donc, prix démocratique, ça pose des questions de savoir dans quelles conditions médicales ça se fait. Est-ce que c'est correct? Est-ce que les hôpitaux dans les pays respectent bien les procédures? Donc là, je pense que l'Union européenne interviendra s'il y a un risque là-dessus, mais sinon, comme Estelle a dit, je pense qu'elle n'a pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de matière. Donc, j'ai une question. Selon vous, ça devrait rester comme c'est ou qu'est-ce qui aurait à changer justement pour améliorer la situation? Parce que on va pas se mentir que c'est pas l'idéal pour le moment, surtout avec la crise actuelle. La question de l'avortement n'est clairement pas une priorité, et ce depuis le début de la pandémie et encore maintenant. Du coup, quelle serait la solution à un niveau européen ou voilà, je sais pas si vous avez des suggestions. Après, c'est peut-être juste intéressant de préciser quelle est la situation en Belgique du point de vue de l'IVG et comment est-ce que c'est géré dans un point de vue d'un cadre légal, comme ça vous avez une meilleure idée. Donc, au Belgique, on a le droit d'avorter dans les 3 mois à partir du premier jour d'aménorrhée, qui est donc le moment d'absence de règles. Donc, on a 3 mois pour avorter avec un système de semaine de réflexion qui a été réclamé par les partis catholiques qui étaient à l'époque dans la majorité politique dans les années 90 en Belgique et qui ont demandé cette semaine de réflexion qui était à la condition sine qua non pour faire partie, aller faire une décrimination partielle de l'IVG. Et du coup, pendant cette semaine de réflexion, donc si maintenant la femme ou la fille qui décide de faire un avortement, elle se rend compte qu'elle est enceinte de 3 semaines, on va dire, elle va être obligée d'attendre encore une semaine pour avoir droit à son avortement. Et ça devient critique à partir du moment où elle s'en rend compte en dernière minute, où elle est déjà à 11 semaines de gestation. Il ne reste plus qu'une semaine. Et du coup, il y a beaucoup de filles et de femmes qui, à cause de ça, n'arrivent pas à pratiquer leur avortement. Et comme disait Salema, qui vont partir aux Pays-Bas, où aux Pays-Bas, c'est 4 mois, ou pour les Françaises qui vont souvent en Espagne, ou aussi aux Pays-Bas, pour ceux qui sont dans le Nord, pour avoir droit à des avortements tardifs, si je peux dire. Et en plus de ça, en Belgique, l'IVG est encore dans le code pénal, ce qui fait de l'interruption volontaire de grossesse encore un crime. Du point de vue les médecins qui dépasseraient la limite sont pénalisés d'une peine de prison et d'amende assez élevée. Donc, comme s'ils avaient tué quelqu'un, quoi. Donc, oui, on va me dire, oui, ça reste quand même tuer une vie en quelque sorte, peu importe de comment est-ce qu'on l'envisage. Et il y avait eu un cas intéressant dans les années 2000 à la côte, à Bruges, elle n'est pas loin de Bruges, il me semble, où une jeune fille de 16 ans avait été violée dans le cadre d'un inceste. Elle était tombée enceinte et sans savoir qu'elle était enceinte, elle s'est rendue compte de sa grossesse, mais comme je disais, donc une semaine avant la fin du délai. Et dans le planning familial, ils ont eu pitié d'elle et ils ont quand même fait l'avortement sans passer par la semaine de réflexion, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Ils ont été traînés en justice, les médecins qui ont pratiqué cet avortement. Et heureusement, la Cour et les juges ont déclaré qu'ils n'allaient pas être pénalisés parce que voilà, ils ont fait quelque chose qui pour eux paraissait bien pour aider cette jeune fille qui était déjà complètement traumatisée par ce qu'elle avait vécu. Et en plus de ça, devoir subir une grossesse issue d'un viol, ben, je ne dois pas vous expliquer que ça ne doit pas être très, très chouette à vivre. Donc voilà, il y a eu des débats récemment pour le faire passer dans la Constitution, de déclarer ça comme un droit à part entière, et aussi de le dépénaliser en sortant du code pénal, mais ça n'a pas passé. À nouveau, la NVA en particulier s'y est opposée en Belgique. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une meilleure idée. Je vois qu'il y a Juliette qui veut réagir. Ouais, c'était juste pour répondre à Salima sur la question de
la situation actuelle en Europe, comment ça peut évoluer, je pense qu'on est un peu face à un mur dans le sens où, tu disais Estelle que l'Union n'aime pas trop se prononcer sur des domaines qui ne la regardent pas et l'avortement, ça reste une intervention médicale et donc il y a l'article 168 dans le traité du fonctionnement qui dit bien que tous les États sont souverains là-dessus, quoi. C'est parce que ça rentre dans le système de sécurité sociale, le système de santé. Donc, légalement, l'Union peut juste essayer de promouvoir et d'encourager, mais elle pourra jamais, il faut jamais dire jamais, mais elle a un énorme obstacle pour coordonner un peu au niveau de l'Union européenne et faire face à l'inégalité dans le sens où, voilà, si on a les moyens d'aller pratiquer une IVG hors de sa frontière et que si par exemple, si on prend le cas de la Pologne, voilà, comment expliquer, par exemple, une Française qui va aller se faire avorter aux Pays-Bas, peut-être que son assurance en France va prendre à moitié en charge parce que là, l'Europe a coordonné au niveau des soins de santé parce que c'est accepté dans son pays, mais une Polonaise, ça ne sera pas le cas, mais l'Union européenne légalement pourra rien faire face à ça au niveau à moins qu'elle change l'article ou à moins qu'elle trouve une solution de détourner cet article 168. Voilà. Donc c'était juste ça que je voulais ajouter. C'est pas très optimiste, mais c'est important quand même de le souligner au point de vue légal, entre guillemets, et compétences de l'Union européenne. Bien, bien, bien. Estelle, je te laisse nous introduire le sujet qui arrive sur la contraception. Merci. Alors, la suite. Donc, depuis 2016, le taux de maladies sexuellement transmissibles en Belgique monte d'une manière inquiétante. On a chlamydia, gonorrhée et syphilis qui sont les maladies les plus répandues. Donc, que ce soit pour une maison d'éducation ou d'accès, les citoyens ne se sentent pas protégés. De plus, de nombreux hommes commencent à prendre conscience de l'insuffisance d'alternatives du point de vue de la contraception masculine. Donc, seules les femmes sont visées par les méthodes de contraception mettant en place un réel déséquilibre dans la responsabilité liée à une éventuelle grossesse non désirée. Donc, je laisse suite à cela la question être posée. D'après vous, l'accès à l'information liée à la contraception vous paraît-il suffisant? Est-ce que vous avez été informé sur la contraception masculine d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que le coût de la contraception doit être entièrement partagé entre tes partenaires? Et avez-vous bénéficié d'une éducation sexuelle suffisante d'après vous au cours de votre jeunesse? Peut-être une question qui serait plus orientée vers les hommes présents ce soir. Est-ce que vous seriez pour une contraception masculine? Est-ce que vous seriez intéressé d'y avoir accès? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des contraceptions masculines qui existent déjà pour l'instant, à part le port du préservatif? Élie, je ne sais pas si tu veux t'exprimer, j'imagine. Je t'en prie. Moi, je suis pour, là-dessus que l'homme devrait, de manière égalitaire, partager les coûts ou bien faire le nécessaire pour se protéger dans les rapports, étant donné que les deux sont impliqués, quoi. Du coup, voilà. Mais du coup, en fait, je veux dire, c'est généralement la contraception la plus, à part la pilule, la plus répandue, c'est comme la capote, quoi. Et c'est quand même pratiqué par l'homme. Ouais, mais du coup, dans ces cas-là, je pense que si, dans le cas du couple, en fait, la sexualité, c'est en fonction de si tu es dans un couple ou pas, déjà, je pense que c'est un peu différent, mais genre... Parce que je suis pas sûre de dire que aller faire une généralité en disant que le préservatif est le mode de contraception le plus utilisé. Je pense que, comme tu disais, effectivement, ça dépend de est-ce qu'on est dans un couple, est-ce qu'on est dans une relation stable ou pas.
Évidemment, le rapport est complètement différent à partir du moment où vous êtes en couple depuis, je sais pas, depuis 2 ans, vous savez que tous les deux vous êtes exclusifs et qu'il n'y a pas de risque et pas de nécessité de se protéger du point de vue des maladies et qu'en même temps, votre copine prend la pilule ou porte un stérilet ou autre. Et du coup, ça réduit les chances de grossesse. Donc, je pense que c'est un peu, ça dépend vraiment de notre situation aussi. Et dire que c'est surtout la capote, je suis pas sûre, quoi. Ah ouais, c'est possible, j'ai dû faire enfin, je pense même que j'ai fait une approximation Ouais. plutôt liée Ça aussi à mon dépend aussi expérience. du rapport Mais, des hommes au ouais, préservatif et des femmes aussi au préservatif. Enfin, il y en a beaucoup ok, qui ok. même, allez, de ce qu'on voit, et pourquoi il y a eu cette hausse aussi des maladies, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout conscients que c'est pas parce qu'on prend la pilule qu'on est protégé des maladies, par exemple. Oui, ça nous protège d'un enfant, mais je pense que c'est le moins pire de ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est d'avoir un enfant. Je pense qu'on souffrira beaucoup plus dans notre vie en ayant une maladie qu'on peut pas soigner que d'un gosse, quoi. Ouais, bah, du coup, pour revenir sur les moyens de contraception masculins, moi j'en ai déjà vu passer deux, trois comme ça dans l'actualité, Ouais. mais j'ai jamais trouvé que c'était des solutions très, on va dire, comment dire, enfin, le mot convenient, mais j'arrive pas à le traduire, très utile, enfin très praticable. Genre, j'ai vu des trucs comme augmenter la température des testicules pour que le spermatozoïde soit plus fiable, mais ça, c'est des trucs assez étranges. Enfin, faut porter des sortes de slips. Ouais, et en parallèle, il y a aussi beaucoup de femmes Invertible, en qui rejettent les contraceptions hormonales et qui utilisent des systèmes B où elles mesurent leur température, leur cycle, elles regardent quand elles ovulent avec des espèces de petits thermomètres spécialisés pour voir si le corps a ovulé ou pas. Donc c'est un petit peu, je trouve, archaïque comme méthode. Alors oui, c'est très bien pour ceux qui aiment bien cette méthode, parce qu'apparemment ça fonctionne dans beaucoup de cas, mais comme par exemple le slip, je trouve ça quand même triste que ce soit des hommes qui doivent chercher des systèmes pour essayer de se rendre moins fertile en quelque sorte, parce que je pense que c'est même pas, allez, ça protège pas à 100%, je crois qu'on est à 70 ou 80 si je dis pas de bêtises, donc le risque qu'il y ait un petit problème, un moins un autre, est quand même encore grand. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'a qu'à ça en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il y a un système d'injection qu'on peut donner hormonal. Ça existe aussi en Belgique. Et en fait, sur toute la France, il n'y a que 2 médecins qui pratiquent ça. Donc, il n'y a que 2 médecins, des urologues, qui pratiquent ces injections qui sont donc qui permettent de ralentir la fabrication des spermatozoïdes et du coup qui serait visé comme un vrai système contraceptif. Mais on voit que vraiment, ça n'a jamais été une priorité dans le monde des laboratoires pharmaceutiques. Allez, ça n'a jamais été une priorité. Alors très clairement, maintenant, la question de voir, c'est est-ce que les femmes sont prêtes à faire confiance pour une contraception, parce que c'est aussi quelque chose dont on va parler. On sait que la charge revient quand même, je veux dire, la charge ne revient pas toujours que sur la femme pour l'enfant, mais c'est quand même, on le vit différemment, une grossesse qu'un homme. Dans le meilleur des cas, on est en couple et tout va très bien, ou on n'est pas en couple, mais l'homme prend ses responsabilités, mais dans beaucoup de cas, on ne les prend pas, quoi. Donc voilà, c'est peut-être aussi une question, est-ce que même en tant que fille, est-ce qu'on est prête à accepter de se dire on va faire confiance à un homme qui me dit qu'il prend un système de contraception qui serait efficace, est-ce qu'on fait confiance ou pas, quoi. Ellie, j'imagine. Ouais, mais c'est ça, en fait, je voulais revenir sur ça, mais c'est tout à fait, enfin, tu as tout à fait raison, genre en mode, tu as soulevé le fait que la responsabilité aussi, elle n'est pas la même, et dans le rapport. Du coup, voilà. Après, je pense si, comme tu as dit, en fait, si c'est une question de confiance, et si la femme dans le rapport fait confiance entièrement à l'homme, sauf qu'encore une fois, elle a beaucoup plus de risques, en fait, dans le jeu du truc, quoi. Du coup, voilà. C'est pour ça aussi que c'était intéressant de souligner ça. Du coup, le fait, en fait, de vouloir responsabiliser les hommes, c'est aussi intéressant. Mais après, dans la finalité, l'homme a quand même moins de responsabilités qu'une femme dans ce genre de rapport, quoi. Du coup, est-ce que après tous les hommes vont se mettre d'accord pour être responsables alors qu'ils ont moins à perdre, entre guillemets, que les femmes? Donc, voilà. Et puis même, je trouve que ce qu'on propose aux hommes pour l'instant, c'est donc cette idée, cette espèce d'injection qui doit se faire tous les 3 mois, hormonale, que personne ne connaît. Le slip qui est aussi inconnu, et je pense que quand on en parle à beaucoup d'hommes, c'est quand même quelque chose de sensible, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas prêt à porter ceci parce qu'on a peur que ça puisse faire mal. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu. Puis si on l'oublie, il se passe quoi?
Et puis en plus, après, il y a la vasectomie qui est aussi quand même une opération qui fait quand même assez peur. Bon, elle est à 80% à chaque fois réversible, mais il y a quand même ce 20% qui fait que on restera stérilisé à vie. Donc ceci, moi je trouve que du point de vue des propositions qu'on donne, je comprends que beaucoup d'hommes, je sais pas moi, à 20 ans, 30 ans, n'aient pas encore envie de pratiquer une vasectomie par peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants plus tard aussi, quoi. Et puis même juste le fait de devoir s'opérer dans une zone qui est aussi sensible, c'est quand même aussi psychologiquement une étape à passer. Quand on a 40 ans et qu'on a déjà 4 gosses et qu'on est sûr qu'on ne va plus avoir d'enfants, au pire, tant mieux. Voilà, on ne se cassera plus la tête et on allège notre femme aussi de la contraception. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont déjà sûrs à 20 ans qui ne voudront jamais avoir d'enfants. Donc c'est très bien pour eux aussi. Et je trouve que juste ces alternatives qui sont proposées sont quand même assez rudimentaires, je veux dire, pour les hommes, quoi. Juliette? Ouais, je voulais juste ajouter que, pour moi, de mon point de vue, je pense que, parce que Élie, tu disais que la responsabilité n'était pas vraiment égale, et je pense que pour moi, le seul moyen de mettre autant de responsabilité sur l'homme que sur la femme, c'est en investissant dans la recherche pour proposer autant de moyens qui sont adéquats pour les hommes que les femmes, et à partir de là, de monde, parce que je pense que le préservatif, c'est pas du tout un moyen de contraception fiable. Je pense qu'on a tous entendu parler le coup de la capote qui craque, et donc voilà, je pense que ça serait bien de vraiment investir dans la recherche et de proposer des moyens de contraception différents, adaptés à l'état hormonal de chacun, de chaque homme, pour voilà. C'était juste ce que je voulais. Voilà, je pense qu'il y a un gros manque de recherche et c'est ça un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Voilà. Super. Voilà, je pense qu'on va aborder, si plus personne n'a à dire sur ce sujet, le dernier. Donc, ce sera la partie sur le harcèlement. Ouais, Et je c'est vais toi, enchaîner. Juliette. Ouais. Yes. Donc, je vais faire un petit topo. Donc, on change de registre. Je vais donner juste une définition simple, basique. Donc, le harcèlement, ça va se définir comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Là, on va un peu s'intéresser à l'aspect physique. Donc, celui-ci peut se traduire comme une forme de violence. Et donc, rappelons que la violence envers les femmes, c'est à la fois une atteinte aux droits humains et une forme de discrimination sexuelle qui résulte des inégalités entre les femmes et les hommes. Elle se manifeste sous des formes multiples, dont par exemple le harcèlement de rue ou le harcèlement dans le monde du travail. Et donc, à propos du harcèlement de rue, dans la plupart des États membres de l'Union européenne, les pouvoirs publics prêtent une faible attention à la problématique de la sécurité des femmes dans les villes, par exemple. Donc, les risques qu'elles encourent dans l'espace urbain sont encore largement appréhendés comme des menaces naturelles, évidentes, et que chacune doit gérer individuellement. Et à l'heure actuelle, l'Union européenne ne dispose pas d'un instrument spécifique, on l'a dit tout à l'heure, contraignant consacré à la protection des femmes contre ce genre de violence et la violence des femmes en général. Et pourtant, les femmes de l'Union européenne sont extrêmement enclins à l'harcèlement sexuel en général, dans l'espace public. Je vais donner quelques petites statistiques pour faire une idée de la situation. Donc, ces femmes, elles représentent 90% des victimes, selon l'étude intitulée « La violence à l'égard des femmes », qui a été menée en 2014 à l'échelle de l'Union par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, selon cette étude, il y a un tiers des femmes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie adulte. Jusqu'à 55% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel dans l'Union européenne. Et parmi ce pourcentage, 32% de toutes les victimes ont déclaré que l'auteur était soit un supérieur, un collègue ou un client. Et de plus, 75% des femmes qui exercent une profession requérant des qualifications spécifiques ou qui occupent des fonctions d'encadrement supérieur ont été victimes d'harcèlement sexuel. Voilà, donc je laisse la parole pour les questions. Donc, dernière question pour ce soir. Comment vous sentez-vous dans l'espace public le jour ou la nuit? Avez-vous la sensation que l'espace public n'est pas accueillant pour les femmes?
Et quelles initiatives prendre pour lutter efficacement contre les différentes formes d'harcèlement qu'il y a eu dans l'espace public, professionnel, relationnel ou sur Internet? D'où vient ce problème? Est-il question d'un manque de volonté dans la sphère décisionnelle? Voilà, je vous laisse vous exprimer. Ce serait aussi intéressant de voir si vous êtes conscient ou est-ce que vous avez déjà été les témoins de ce harcèlement. Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous trouvez qu'on réagit assez? Parce qu'on a vu récemment des mouvements d'hommes sur les réseaux qui disaient qui n'étaient pas comme ça et qui ne soutenaient pas du tout le harcèlement. Mais est-ce que maintenant, ces personnes réagissent dans ce genre de situation? Le harcèlement, c'est pas juste être très méchant avec quelqu'un, constamment l'insulter, le violenter. Non, c'est quelque chose qui arrive quand même avec plus de finesse. Donc, que ce soit des remarques déplacées, des mains déplacées, je veux dire, des attouchements. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu ces choses-là? Est-ce que vous avez déjà remarqué des agressions dans l'espace public? Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous osez réagir ou pas? Donc, voilà. Il y avait Estelle qui voulait dire quelque chose. Oui. Pour répondre à comment vous sentez-vous dans l'espace public, le jour ou la nuit, clairement, je pense que psychologiquement, il y a une différence entre le jour et la nuit, premièrement. Et comment vous sentez-vous? On ne peut pas nier que avant de sortir, je ne sais pas si les hommes c'est pareil, mais en tant que femme, on pense à comment on est habillé. Et je sais très bien que si je vais prendre un tel type de transport ou un tel type de transport, je vais me dire ça va pas passer, je vais me faire emmerder. Et juste pour éviter, même si on m'a jamais embêtée, vraiment, genre j'ai eu cette chance d'avoir jamais été embêtée, tu vois. Ça va jamais plus loin qu'un bonjour où, tu vois, enfin, j'ai jamais été vraiment insultée ou touchée ou quoi que ce soit. Mais je sais que psychologiquement, il y a un frein qui se met en place. Et j'ai eu la chance de vivre plusieurs mois à Montréal, où là, la sécurité n'a pas du tout la même dimension. Et je me souviendrai toujours de cette première semaine où je suis arrivée, j'avais un short, c'était l'été. Et j'ai dit à mes colocs français, genre, est-ce que je peux mettre un short ici? Genre, est-ce que c'est safe, tu vois? Et ils m'ont dit, tu peux même te balader toute nue ici, on ne t'embêtera pas. Et c'est vrai parce que là-bas, il y a vraiment cette sécurité et tu le ressens. Et en revenant ici, ça fait vraiment le contre-coup que c'est incroyable comment on se freine sur plein de choses et qu'on se dit, je ne vais pas passer là, ça ne va pas aller, ou là, je ne le sens pas, ou il y a des gens bizarres par là, je vais peut-être faire le tour. Enfin, et c'est en allant autre part peut-être, ou c'est autrement que c'est encore plus choquant parce que quand on est dedans, on a toujours dit, ma mère toujours, rentre pas toute seule, s'il te plaît, envoie-moi un message quand t'es rentrée. Ah, si je dis qu'il y a un ami avec moi, un ami homme, elle est là, ok, ça va, tu vois. C'est vraiment, non, il y a de l'insécurité partout, et ça, il y a de l'insécurité pour tout le monde, homme comme femme, parce il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais, je pense, et qui veulent faire du mal pour faire du mal. Mais je pense qu'en étant une femme, c'est encore cette construction sociale qu'elle va pas savoir se défendre et que si on veut aller dessus, on ira dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, non, en tant que femme, d'office, on se sent moins en sécurité. Ça, c'est un secret pour personne, quoi. Je vais laisser Linda réagir avant moi, vu que j'ai beaucoup parlé. Merci de me donner la parole. En fait, je sais même pas par où commencer, mais d'office, même le jour, on ne se sent pas en sécurité. Et là, voir la nuit, pas le jour, je vais juste répondre. J'ai déjà, bien sûr, eu de mauvaises, de mauvaises expériences dans le bus. Je vais même pas m'excuser de dire ça parce que c'est la vérité. Ça s'est arrivé. J'étais dans le bus et un gars me regardait. En plus, il y avait une maman et un enfant et son fils. Et cet homme m'a regardé, a commencé à se toucher et je lui ai... Enfin,
je lui ai parlé, enfin, je l'ai affronté verbalement. Et puis après, au prochain stop, mais il est sorti. Et vous pouvez voir qu'autour de moi, il y avait personne qui avait réagi et qui faisait rien. Mais en plus de ça, vous pouvez même entendre dans la rue des filles qui, voilà, qui disent mais est-ce que tu peux arrêter de me regarder comme ça? Et d'autres gens qui peuvent réagir et dire mais t'as vu comment t'es habillée? Comme si la faute, c'est... En fait, on oublie qui est la victime dans tout ça. Et ouais, on dit qu'on devrait faire quelque chose, aller se plaindre. Oui, on peut aller se plaindre. Est-ce qu'on va nous croire? Parce qu'on sait qu'on peut, voilà, comment on dit, élire des lois ou les changer, les modifier, mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en œuvre pour les appliquer? Parce que je me dis que les lois, c'est facile de les mettre en place ou de les élire, je ne sais pas. Mais franchement, là, on donne la permission à ces, comment on les appelle, à ces personnes qui, je ne sais pas, quelqu'un peut me dire. Harceleurs, ouais. Ouais, ces harceleurs, ils ont carrément le choix parce que personne ne fait rien pour... Enfin, pas personne, là, je généralise, mais si on regarde la situation, ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur de faire ce qu'ils font. Donc, voilà. Et puis, je pense aussi que ça dépend énormément dans quel milieu est-ce qu'on a grandi. Donc, est-ce qu'on a grandi dans une ville? Est-ce qu'on a grandi à la campagne? Est-ce qu'on a grandi dans une grande ville? Enfin, voilà, tout dépendra de ça. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi à Bruxelles et l'harcèlement de rue, j'ai été confrontée dès très jeune, dès 12-13 ans, quoi. Je veux dire, où en fait, allez, une des premières situations, c'est l'hypersexualisation du corps des femmes. Je veux dire, à 12 ans, on a encore une petite fille. Je veux dire, dans mon cas, à 12 ans, j'étais encore un enfant, j'étais même pas pubère ni rien du tout. Et pourtant, on est déjà confronté au regard des hommes, mais des regards dégueulasses, quoi. Je veux dire, un regard auquel une gamine de 12 ans ne devrait pas être confrontée parce qu'elle porte un short, parce que, ouais, il fait 35 degrés et qu'elle a chaud, quoi. Et puis, pareil, je veux dire, cette idée aussi du rapport aux vêtements qui est intéressant. Moi, j'essaie toujours de me dire que je m'en fiche, que je porte ce que je veux parce que j'aime ce que je porte et que j'aime m'habiller comme je veux, j'aime me maquiller comme je veux. Et puis, merde, si ça attire le regard. Mais à la limite que ça attire le regard, le problème n'est pas là. Je ne veux pas en vouloir aux gens de me regarder. C'est normal de regarder les gens dans l'espace public. Mais à nouveau, il y a ce rapport de quand on est agressé, alors qu'on n'est même pas habillé, je veux dire, d'une manière où on attire le regard. Enfin, la plupart des temps où j'ai été agressée à Bruxelles, ça a été avec une grosse veste jusqu'au genou, un jeans et ma capuche sur la tête, quoi. Je veux dire, c'était pas dans les moments où on va dire, elle l'a cherché, quoi. Et toujours ce rapport de notre tenue devrait attirer le regard ou quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut un peu dépasser ça, quoi, et un peu voir la réalité. Et par rapport à ce que tu disais, Linda, il y a des lois. Il y a une loi qui permet de sanctionner les agressions sexuelles dans l'espace public. Mais le problème, c'est la question des preuves. Comment est-ce qu'on prouve ça? Est-ce qu'on passe notre temps à tenir notre GSM, à filmer les gens devant qui on passe? Est-ce qu'on passe notre temps à demander aux gens, ah, est-ce que tu pourrais témoigner pour moi? Là, je vais appeler les flics, ils vont venir garder l'harceleur. Enfin, moi, il y a des gens que je me suis fait déjà agresser à plusieurs reprises. Je continue à les voir dans la rue et je sais qu'ils font ça avec d'autres jeunes filles plus jeunes ou qui vont remarquer. Donc, et pareil, j'ai déjà été même confrontée à des commentaires tellement désobligeants devant mon petit frère qui avait encore 7-8 ans. Alors, imaginez l'image que vous donnez à des enfants, quoi. Et même l'hypersexualisation d'une grande sœur. Enfin, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Juliette, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais juste donner un peu mon point de vue ou ma mentalité par rapport à l'insécurité quand on rentre chez soi le soir. Et moi, je m'étais posé la question, enfin, je m'étais rendu compte de comment ma mentalité avait évolué dans le sens où, au début, tu rentres le soir, quand tu rentres toute seule, bon, des fois, bien sûr, t'évites, mais j'étais plus avec un sentiment de peur et de me dire, oh là, qu'est-ce qui va arriver? J'étais stressée, c'était angoissant, entre guillemets. Et je sais qu'au fil du temps, j'en suis venue à trouver des moyens de me rassurer, et même pire que ça, dans le sens où je sais qu'il y a ce que je fais souvent, c'est de mettre mon porte-clés en point américain et juste de me mettre dans le sens en mode, s'il y a quelqu'un qui passe, je marche d'une façon déterminée, j'ai pas peur en fait, et je suis prêt à attaquer en fait. Et c'est un peu radical, mais je sais que même, j'ai souvent remarqué, par exemple, quand tu croises quelqu'un tard le soir, la façon dont tu vas marcher, ce que tu vas
dégager, j'ai l'impression que ça joue un peu, que si tout de suite tu te sens vulnérable, tu as peur, j'ai l'impression que la personne va aussi un peu le remarquer. Et du coup, ce côté de se dire, je rentre chez moi quand même et j'ai pas peur. Et voilà, si je suis prêt à sortir mon poing et voilà, à attaquer, je trouve que ça empêche le fait de, si jamais il y a une attaque, d'être complètement figé et de savoir rien faire parce que beaucoup réagissent comme ça. Mais au contraire, d'attaquer, de se défendre un minimum, quoi, et d'éviter un harcèlement de rue, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est vrai que je m'étais dit, j'ai quand même... Enfin, voilà ce que la société aujourd'hui, j'en viens à sortir de chez moi avec un point américain dès que je rentre passé minuit, quoi. Donc, ça, c'est un peu fou et voilà, un peu, ça oblige les femmes, je pense, à riposter dans la violence, entre guillemets, aussi, quoi. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais partager. Puis on a été éduqués aussi depuis petite à avoir peur dans la rue aussi. C'est quand même un truc, fais attention, ne parle pas à monsieur. Donc ça, c'est un truc qu'on apprend à tous les enfants. Hein. Prenez pas les bonbons à des messieurs qui viennent vous chercher après l'école. Enfin voilà, ça c'est le grand classique. Mais après, on a été vraiment éduqués. Vraiment, moi j'ai toujours eu les remarques, mais tu vas sortir comme ça, mais t'es sûr? Allez, tu vois dans quel quartier on est? Allez, fais pas ça, quoi, je veux dire. Et ça a vraiment créé une espèce de paranoïa, mais il y a des moments où si je rentre tard, allez, tard, même déjà, en fait, dès qu'il fait nuit, c'est juste ça. On a vraiment le mode panique qui se met en place à partir du moment du coucher du soleil. Peu importe l'heure qu'il est, c'est le coucher du soleil qui nous rend un peu parano, si je peux dire. Et on est vraiment, enfin, moi, je me promène la boule au ventre, quoi. C'est vraiment, et c'est récemment, c'est en ayant l'occasion d'avoir vécu dans des villes flamandes où c'était beaucoup plus safe, où j'ai réussi à me libérer et à me dire, oh, trop bien, en fait, je peux prendre mon vélo la nuit et pas avoir peur, en fait. Parce que en ayant vécu un an à Gand, je n'ai pas été agressée une seule fois dans l'espace public. Et pourtant, je vivais dans les quartiers où ils disaient qu'ils étaient les plus dangereux, en quelque sorte. Et donc ça change énormément, quoi. Et juste de dire qu'on a le droit de ne pas avoir peur. Alors, effectivement, personne ne dit qu'il faut avoir peur, si, dans un sens, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est ultra intégré par nous, à être terrorisé, en fait, dans la rue. J'ai déjà eu des cas, un soir, 2 amis m'avaient raccompagnée parce qu'ils avaient peur pour moi, ils ne voulaient pas me laisser rentrer toute seule, et en fait, ils ne savaient plus où ils étaient par rapport à mon quartier, ils n'arrivaient plus à visualiser comment rentrer chez eux, et il y avait une fille qui passait, et il lui juste demandé, excuse-moi, le trajet, elle a paniqué, elle est partie en courant et en pleurs, quoi. Enfin, ils étaient vraiment choqués, ils disaient, mais ça à ce point. Enfin, nous, on voulait juste lui demander le chemin, alors qu'on sait très bien que souvent, on a eu, tu peux me donner le chemin, et on sait ce qui a suivi. Donc voilà, c'est vraiment la preuve que même des personnes qui sont tout à fait de bonne volonté et qui ne peuvent pas faire du mal sont même à nouveau des cibles de panique pour les femmes parce qu'elles sont des hommes, quoi. Il y avait Estelle qui voulait peut-être dire encore quelque chose. Je ne sais pas s'il y a un garçon qui voudrait intervenir pour... J'aimerais bien savoir votre ressenti vis-à-vis de la sécurité dans la rue. Est-ce que déjà vous avez aussi ce switch entre jour et nuit, peut-être comme tout le monde, hein, et est-ce qu'on vous a déjà embêté en fait, tout court? Je sais pas, tout simplement. Mais moi, globalement, je sais que parfois, quand je rentre de soirée et que je suis pas dans les meilleurs quartiers, même en tant qu'homme, genre avec un peu d'alcool dans le sang, t'es moins vif et je sais très bien que je pourrais pas forcément faire face si justement j'ai une mauvaise rencontre à faire et genre rien de très flagrant, mais je me suis déjà dit vraiment, tiens, si j'étais une fille, genre, moi je pense que je serais vraiment paniqué parce que je sentirais vraiment très fort ce sentiment d'insécurité. Je veux dire, quelle est la probabilité en étant une fille seule de faire face à 2 hommes? Je veux dire, même question fuite, vitesse, etc. Enfin, je veux dire, t'as pas vraiment d'échappatoire au final. Genre, vraiment, c'est très mince comme chance. Donc, il suffit que la situation se présente pour que les conséquences négatives suivent, quoi. Donc, moi, je comprends vraiment ce sentiment-là, si les filles le ressentent. Enfin, je pense qu'elles le ressentent en général, comme on vient de le dire, mais je trouve ça totalement légitime. Et avant de donner la parole à Thomas, au-delà de la force physique qui est claire et nette, je veux dire, moi, je ne fais pas face à 2 hommes, même s'ils ne sont pas très forts par rapport à moi. Mais il y a aussi l'instinct de protection où, par exemple, quand des femmes ont été violées, on leur dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu ne l'as pas repoussé? Pourquoi tu t'es pas débattu? Il y a un truc qui se passe dans notre tête. C'est comme quand on nous met un couteau sous la gorge, notre cerveau se met en pause et dit, ne bouge pas, survie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir, où on se retrouve dans la rue. Et en fait, quand on est confronté à une situation qui nous met en panique,
il y a vraiment cet instinct de ne bouge pas, ne réagit pas, qui empêche beaucoup de personnes de réagir, que ce soit un homme qui serait agressé dans la rue parce qu'on veut lui voler, je ne sais pas moi, son portefeuille, ou même juste l'agresser gratuitement, ce qui arrive aussi très souvent. Il y a aussi ce moment de panique où on est surpris et il y a cet instinct de survie, quoi. Donc c'est aussi important pour comprendre la dynamique qu'il y a quand on est agressé, je veux dire, face à un agresseur qui sait ce qu'il va faire et vous qui êtes confronté à l'inconnu, quoi. Je laisse la parole à Thomas. Oui, bah, c'était un peu comme Alexion. Donc, moi, c'est pas tellement par rapport à l'alcool, mais il y a plus certains quartiers. Enfin, je sais, j'ai des chemins pour rentrer chez moi. Je sais par où passer, par où pas passer. C'est peut-être de la. Enfin, j'ai été une fois vraiment agressé. Euh, donc, je suis pas une cible, on va dire. Enfin, j'ai pas l'impression d'être en danger, mais il y a quand même toujours une petite crainte. Donc, pour pas prendre de risques, c'est ce que je fais. Après, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Pour moi, c'est plus comment nous, les hommes, on peut adapter nos comportements pour que les femmes se sentent moins en danger. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais, enfin, on pourra jamais supprimer ce sentiment de danger, mais bah, moi, c'est en parlant à des amis et tout ça, je me suis rendu compte que, par exemple, ça coûtait rien de changer de trottoir quand on marchait derrière une fille, par exemple. Donc, d'aller sur le trottoir en face. Bah, si on est assez vif, qu'on n'est pas trop alcoolisé, ben, la dépasser, marcher un peu plus vite, la dépasser. Toutes des choses comme ça auxquelles peut-être on ne pense pas. Et, je pense que ça coûte rien, comme j'ai dit, voilà, ça coûte rien. Et si ça permet à une personne d'avoir son, son niveau d'anxiété diminué, ben, tant mieux. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire encore? Ou du coup, on clôture tout doucement? Il faut passer à Ouais. faut passer à la conclusion, je pense. On peut conclure. Qui est très bien. Bah, tout d'abord, merci à tous pour votre participation. C'était vraiment très chouette d'entendre des avis divergents et d'entendre différentes prises de position. C'était vraiment l'objectif qu'on avait ce soir, et puis notamment un de nos objectifs principaux, c'était d'avoir des hommes et assez d'hommes pour discuter, et ce qui était vraiment très réussi. Donc ça, on est vraiment très contente et content que notre objectif ait été accompli. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a plu également et que vous avez appris des choses, peut-être que vous n'étiez pas conscient ou découvert d'autres points de vue. Euh, donc voilà, on vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc de Solvay Debate Society et de Eyes on Europe. Et n'hésitez pas à visualiser la petite vidéo qu'on a organisée à Paris, un petit micro-trottoir. Donc, de notre côté, la semaine prochaine, on organise encore un événement au cas où ça vous intéresse. Il sera sur notre page Facebook liée à la laïcité et le port destiné religieux. Donc, avec 3 invités, donc ça vous intéresse. Voilà. Et puis, n'hésitez pas également à regarder des autres débats que la Solvay Debate Society organise, qu'ils organisent ça très, très bien. On est très content de participer avec eux en collaboration. Donc, je pense que j'ai tout dit. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à bientôt peut-être pour d'autres événements. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bye bye.